Est-ce que le 21e siècle va sonner la fin du salariat ? Ce que comprennent les gens qui quittent le salariat, c'est que d'un point de vue économique, un salarié, c'est juste une marge pour son employeur. Donc pourquoi voulez-vous que votre employeur vous augmente ? Vous êtes sa marge, vous lui faites gagner sa vie. Il n'a aucune raison de vous augmenter. Si vous êtes bon, sortez du salariat et récupérez cette marge pour vous-même. Ouais, mais tout le monde ne veut pas être freelance ou indépendant ou entrepreneur. Il y en a qui veulent être salariés. Je leur dis, mais les gars, vous n'aurez pas le choix. Vous voulez être salarié parce qu'il y a une boîte en face qui accepte d'avoir des salariés. Ce métier de conférencier, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai fait des recherches pour préparer ce podcast. J'ai eu du mal à trouver de l'information sur qu'est-ce que c'est qu'être un conférencier. C'est un métier que très peu de gens font en France. On est une petite dizaine, vraiment un petit peu plus de 10, pas plus, à vivre professionnellement de ce métier. En gros, c'est un métier où très peu de gens réussissent à vivre de leurs conférences, mais quand tu réussis à en faire, tu peux en faire beaucoup et être appelé par beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs. Les gens qui ont les idéologies les plus fortes, les plus avancées, qui construisent le monde de demain, ce sont les entrepreneurs. C'est eux les nouveaux politiques. Politiques que plus personne ne les prend au sérieux. Hello à tous, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stéphane Mallard. Alors Stéphane, on se connaît depuis un petit moment. C'est l'auteur d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle Disruption, qui est sorti en 2018, et c'est peut-être le livre qui est sorti il y a 5 ans qui est le plus pertinent pour tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et en préparant ce podcast, j'ai relu le livre et je me suis dit, voilà, ça c'est quelqu'un de pertinent, qui a plein de choses à raconter, et je suis trop excité à l'idée de passer 1h20, 1h30 à discuter avec lui. Il est auteur, mais c'est aussi un conférencier. Je crois que c'est Stéphane Mallard, c'est à peu près 100 conférences par an, il nous précisera ça. Donc conférencier, auteur. Et ce que j'aime bien dans son style, c'est qu'il est à la fois très optimiste, il n'y a pas de catastrophisme, et puis c'est vraiment de la vulgarisation bien claire, bien précise, avec une pensée bien organisée. Bref, chaque fois que je discute avec lui, il a un peu une pensée contrarienne, il est un peu à contre-courant. Parfois, il me surprend un peu et je lui dis, tiens, est-ce que tu peux me conseiller là-dessus ? Et il me sort tout le temps des idées qui sont souvent à contre-courant. Et du coup, je suis trop content de le recevoir. Bienvenue Stéphane. Merci de m'accueillir et merci pour cette super intro, et l'honneur est pour moi. Écoute, on va avoir le temps de décortiquer plein de choses. En préparant le podcast, je me suis rendu compte t'avais pas mal de contenu sur ton expertise. Donc là, voilà, disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, très intéressant aussi, on va en parler. Humanité augmentée, c'est un peu tes expertises. Mais il y a assez peu de contenu finalement sur ton métier d'entrepreneur, enfin ton métier, sur ton quotidien d'entrepreneur, tes modèles mentaux, comment tu penses, comment t'en es arrivé là. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool qu'on parle aussi de ça. Mais avant, évidemment, t'as passé quelques années, enfin je dis évidemment, en tout cas t'as passé quelques années dans le salariat. Et là, on remarque une chose intéressante, c'est que finalement, depuis 10 ans, le nombre d'indépendants de freelance a quasiment doublé, je crois que c'est le chiffre. Il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent, les gens qui nous écoutent, c'est potentiellement des gens qui soit sont entrepreneurs, soit ont envie d'entreprendre. Est-ce que le 21e siècle va sonner la fin du salariat ? Pour moi, c'est clairement une de mes convictions. Lorsque j'ai sorti ce bouquin en 2018, j'ai même écrit noir sur blanc, le salariat est mort et les plus compétents refuseront d'être salariés. En fait, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Alors tu dis doublé, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que chaque année, on bat le record de nombre de travailleurs indépendants, de freelance dans tous les pays développés. C'est pas une anecdote, c'est vraiment un phénomène massif. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque j'ai sorti ce bouquin en 2018, il y avait vraiment un tabou absolu autour de ça. Moi, je me souviens quand alors j'interviens beaucoup dans les grands groupes pour faire des conférences sur la tech. Et ils me disaient, attention, on ne parle surtout pas du futur du travail, parce que ces gens-là sont terrifiés de la fin du travail, de perdre leur job, etc. Enfin, ils deviennent salariés en CDI parce qu'ils ont peur, principalement ces gens. Donc, faut pas leur parler de ça. Et de plus en plus, les grands groupes commencent à me dire, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le salariat, sur la montée en puissance des indépendants. Je leur dis, ok, pas de problème, mais je vous préviens, ça risque d'être assez violent. Il va falloir accepter le discours, mais il est rationnel, il est vrai. Parce que quand vous comprenez pourquoi le salariat est né, alors vous comprenez pourquoi il a aucune chance de continuer à exister dans les prochaines années. Et c'est fascinant parce qu'en fait, les gens, quand on leur demande pourquoi le salariat existe, on est tellement obsédé par le social dans ce pays qu'ils vous disent mais c'est pour protéger les gens, c'est pour qu'ils aient un salaire, qu'ils soient contents de toucher leur salaire, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient protégés chaque mois. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, le salariat existe vraiment
parce que c'est plus rentable, enfin c'était plus rentable à l'époque d'avoir des salariés plutôt que des travailleurs indépendants, des artisans. Et c'est ce qui a donné naissance aux entreprises, c'est ce qui a même accéléré la mondialisation, le fait que les entreprises se structurent avec des salariés spécialisés dans un cœur de métier. Et ben, on vit exactement l'inverse avec les nouvelles technologies aujourd'hui, mais ce qui est très violent, c'est qu'en fait ce sont les salariés les plus compétents qui quittent les entreprises pour se mettre à leur compte. Et ça marche très très bien pour ceux qui le sont aujourd'hui. On a des outils pour être aussi bons que des professionnels dans des entreprises qui étaient équipées avec des équipements, des technologies, ce que vous voulez. Et du coup, ce phénomène-là, il est en train de s'accélérer. Parce que ce qu'ont compris les gens, parce que c'est fascinant, quand on demande à des salariés ce qu'ils veulent, ils veulent tous être mieux payés, un plus gros salaire. Ouais. Salaire, statut. Exactement, mais ce que comprennent les gens qui quittent le salariat, c'est que d'un point de vue économique, un salarié, c'est juste une marge pour son employeur. Donc pourquoi voulez-vous que votre employeur vous augmente? Vous êtes sa marge, vous lui faites gagner sa vie. Il n'a aucune raison de vous augmenter. Si vous êtes bon, sortez du salariat et récupérez cette marge pour vous-même. Et deuxièmement, l'autre truc que les gens ne supportent moins, c'est le côté légal du salariat. En fait, légalement, un salarié, il y a un lien de subordination à son chef. Il est là pour obéir à son chef. Point. Ça, à notre époque, c'est de moins en moins toléré. Et alors, c'est fascinant parce que quand on écoute les revendications des salariés, c'est « je veux plus de salaire et je veux moins obéir au chef, je veux plus d'indépendance, d'autonomie, etc. » Bah fine, ça veut dire deviens indépendant. Si t'es bon aujourd'hui, ça devrait te rassurer. Il y a de la demande pour ton job, pour ta compétence. Il y a des outils, des plateformes pour trouver des missions, des employeurs pour des missions, même des missions longues, très rémunératrices. Et donc, tu n'as aucune raison de ne pas quitter le salariat. Ouais. Et du coup, ce que ça veut dire, en fait, c'est que ce sont les moins compétents aujourd'hui qui restent salariés dans des grandes entreprises, surtout dans les grands groupes, où on a une espèce de culture, ce que j'appelle du non-travail. Ouais. C'est un peu le cliché des types en costume qui veulent tous être directeurs. D'ailleurs, il y a tous écrit directeur sur leur carte de visite. Ouais. Ils gagnent entre 100 000 et 500 000 euros par an pour certains. C'est des salaires démesurés. Ouais, en réalité, ils font pas grand-chose. Ils passent leur temps à aller à des réunions, à envoyer des mails. Un peu. C'est ce que David Graeber, le sociologue, qui a sorti un bouquin là-dessus, appelle les bullshit jobs. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus parce que c'est un peu tabou, non? C'est un immense tabou. En fait, on a un gros problème, c'est que toute notre génération a énormément de mal à rentrer sur le marché du travail. Déjà, il y a peu d'emplois dans ces grosses boîtes. Ensuite, ils sont sous-payés. Vous avez des processus de recrutement extrêmement longs, compétitifs, où on vous fait comprendre qu'il faut être super bon, super fort, etc. Mais une fois que vous les passez, une fois que vous êtes dans la boîte, vous vous rendez compte qu'en fait, les gens au-dessus de vous, ce qu'on appelle les boomers, la génération X, en fait, ils bossent pas beaucoup. Alors eux, ils disent que c'est parce qu'ils sont tellement productifs et tellement bons qu'ils n'ont pas besoin, puisqu'ils ont de l'expérience, etc. En réalité, non. Ils sont peu productifs, ils ont peu de valeur ajoutée. Ils font bosser souvent soit des juniors, soit des stagiaires en les sous-payant, en les exploitant un maximum. C'est le lien de subordination fameux du salariat. Et puis, gros turnover, ils les renouvellent très souvent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces nouvelles générations, elles ont compris ça. Elles ont fait des stages dans ces boîtes et elles disent, mais en fait, no way. Et du coup, les meilleurs, ils peuvent se permettre de ne pas être salariés dans ces boîtes. Et ce qui est fascinant, et c'est vraiment pas une anecdote, c'est que vous avez plein de gens qui se mettent à leur compte, soit qui montent des boîtes, soit qui commencent auto-entrepreneurs au début pour faire un peu de chiffres, etc. Et qui très vite, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont compétents, on commence à développer un gros chiffre d'affaires et surtout gagnent beaucoup mieux leur vie que s'ils faisaient le même job en étant salariés dans un grand groupe. Et quand je dis beaucoup mieux, moi j'ai des exemples, et j'en ai pas mal autour de moi, de types qui gagnent 1 0 de plus sur leur rémunération que s'ils étaient salariés pour le même job dans un grand groupe. Ça doit nous dire quelque chose sur le salariat, en fait. Ma conviction, c'est qu'en fait, le salariat, c'est mort, c'est fini, avec le tabou que ce sont les moins bons qui restent salariés dans les grands groupes et qui essaient de s'accrocher à ces jobs. Et le but, si tu veux, dans ces grands groupes, c'est de faire semblant de bosser, mais d'envoyer un signal que tu bosses pour faire croire aux gens que t'es bon, pour avoir ton augmentation, pour avoir le nouveau poste avec le statut social qui va bien, et de faire croire ça toute ta carrière, éventuellement de changer de grand groupe en prenant plus 20 ou plus 30% de rémunération, tout en faisant de semblant. Ce genre de bullshit-là, il est en train de disparaître. Moi, ce que je crois, c'est qu'on entre dans un monde où tu vas avoir des grands groupes en termes de volume, de chiffre d'affaires, qui bossent à l'international, etc., mais avec très peu de salariés, parce que ça peut plus tenir les bullshit jobs avec ces gens-là qui font semblant de bosser, qu'on a tous vu lorsqu'on a fait des stages, et beaucoup de technologies, un peu comme sur le modèle des géants du numérique. Ça, j'y crois beaucoup aujourd'hui. Ça pouvait tenir
quand la France faisait partie des leaders mondiaux avec ses grands groupes, etc. Mais quand on est en concurrence mondiale avec les pays en développement qui nous rattrapent, avec la montée en puissance des freelances, avec les startups, avec toutes ces petites boîtes vachement agiles qui produisent vraiment, qui travaillent vraiment, eh ben, ces grands groupes, avec ces salariés qui font semblant de bosser, c'est fini. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là, parmi de ces salariés, qui ont vraiment l'impression de travailler. Et juste pour la petite histoire, on me remonte beaucoup d'anecdotes de salariés de ces grands groupes qui ont entre 40 et 50 ans, comme je disais, qui étaient payés 300 000 à 500 000 euros par an. Il y en a plein, c'est pas une anecdote, qui quittent ces grands groupes en se disant je vais me mettre à mon compte, qui prennent des gros chèques de départ, et quand ils se mettent à leur compte, ils ont 0 chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi ? Que c'est dur d'être à son compte. Ça veut dire que c'est ça leur vraie valeur ajoutée sur le marché du travail. Et quand ils étaient salariés de ce grand groupe surpayés, ça reflétait pas leur vrai niveau de valeur ajoutée. En valeur réelle. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de sécurité, tu parlais finalement de prise de risque. Moi, mon avis, c'est que je pense que beaucoup de gens ne font pas le pas parce que d'un coup, il faut prendre des risques. C'est prendre des risques de se mettre sur un marché et d'essayer de proposer sa compétence, de trouver des clients. C'est pas pareil. Et à un moment, dans un de tes tweets, tu mettais que la disruption, donc ce phénomène de disruption, on aura l'occasion d'en discuter, mais ce phénomène de disruption, il va pas se régler par l'éducation, il va se régler par la prise de risque. Et nous, l'Europe, le vieux continent, on n'est pas du tout un continent où on prend des risques. En fait, ça fait pas partie de notre culture. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette surcouche là de on n'est pas des risqueurs qui fait que en fait on se contente entre guillemets du salariat. Alors, il y a 2 choses là-dessus. Premièrement, moi ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est mon aspect contrariant qui parle, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus risqué de chercher à être salarié dans un grand groupe et de rester planqué toute sa vie. Comme je le disais déjà pour notre génération, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans ces grands groupes. Ensuite, on n'a plus accès au même salaire que la génération du dessus, parce que c'est eux qui bloquent les postes justement à se les refiler, etc., et à essayer de pressuriser la génération du dessous. Mais surtout, c'est devenu tellement facile aujourd'hui de trouver des clients avec toutes les plateformes d'indépendants, de montrer sa compétence. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu peux montrer ton job en ligne d'une manière ou d'une autre, de te faire évaluer, de te faire recommander, de te créer une espèce de team de gens complémentaires de toi qui vont te propulser sur des projets avec toi, qu'en fait, c'est plus risqué d'être salarié planqué dans un grand groupe que d'être indépendant lorsque tu as une vraie compétence. Comme je le disais juste avant, c'est ceux qui sont les moins compétents qui vont chercher à se cacher dans le salariat en essayant d'obtenir des gratifications. Parce que le but quand on est salarié dans un grand groupe, c'est pas d'être épanoui, c'est pas de travailler sur quelque chose de stimulant. Ça n'existe plus, ça, dans les grands groupes. Ça, c'est du bullshit. C'est de la com corporate. Le but des gens qui vont bosser dans les grands groupes, c'est d'être tranquille, de prendre le moins de risques possible, ce qu'ils pensent, mais surtout d'essayer de prendre un maximum sur le dos de la boîte. Le salaire, les avantages, les bonus, les congés, les machins, en travaillant le moins possible. Ce monde-là, comme je disais, il est terminé à cause de la concurrence, à cause de la mondialisation, à cause de la tech qui est en train de faire une énorme pression sur l'innovation, sur les prix, sur les coûts, etc. Et donc je crois qu'on assiste à la disparition de ce monde-là, qui fait que paradoxalement aujourd'hui, si vous êtes bon quelque part, c'est moins risqué d'être à votre compte, avec toute la tech qui existe et la facilité d'accès au marché. Alors qu'est-ce qui va se passer du coup sur les prochaines décennies? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, comme on se disait en off, mais c'est assez tabou comme sujet. C'est assez tabou parce que ça concerne des millions de personnes. Et puis, bon, il y a évidemment plein de salariés qui sont amoureux de leur travail, qui sont bons dans ce qu'ils font aussi. Du coup, il y a une sorte de tabou, de non-dit sur ces sujets-là. Et en même temps, on a vu, je crois que c'est IBM qui va virer. C'est que le début, ouais. C'est que le début, quoi. Qui vire, je crois, 20% de son 30% du back office, ouais. Et qui va remplacer ça par, en tout cas, de l'intelligence artificielle, par de la tech, en tout cas, voilà. Et on se dit oui, peut-être que ça commence à être de moins en moins sécurisé effectivement d'être en CDI, mais en même temps il y a un tabou qui est tel. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années en fait? Comment ça va tourner cette histoire? Toi qui te projettes et dont c'est le métier de se projeter, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi ce que je crois déjà là-dessus, et là c'est encore lié à la notion de salariat, c'est que quand j'explique que le salariat est en train de disparaître, souvent ceux qui ont le plus peur, les salariés dans les grands groupes, etc., souvent qui cachent leurs compétences, qui n'est pas aussi forte qu'ils l'affichent, c'est qu'ils me disent « Ouais, mais tout le monde ne veut pas être freelance ou indépendant ou entrepreneur. Il y en a qui veulent être salariés. » Je leur dis « Mais les gars, vous n'aurez pas le choix. Vous voulez être salarié parce qu'il y a une boîte en face qui accepte d'avoir des salariés. Mais comme je le disais, si cette pression technologique est en train de pousser les plus compétents en dehors du salariat parce qu'ils récupèrent une marge, plus de l'autonomie,
C'est totalement rationnel, en fait, de ne plus être salarié pour ces gens-là. Ceux qui voudront rester dans les boîtes salariés en CDI, planqués, entre guillemets, dans les grands groupes, à faire un peu semblant de bosser, combien de temps les boîtes vont tolérer ça? Aujourd'hui, ce sont les grands groupes qui portent le risque sur leur carnet de commandes en ayant des salariés. Mais si demain, ils ont la possibilité de travailler uniquement avec les meilleurs qui sont indépendants en les payant au juste prix de marché, croyez-moi que les entreprises ne voudront plus de salariés non plus. Donc vous n'aurez même plus le choix de vouloir être salarié ou pas. Il n'y aura pas le choix. Fonctionnariat encore à part, mais c'est vraiment... aujourd'hui, vous avez le choix parce qu'il y a des boîtes qui proposent encore ça, mais la contrepartie, c'est que vous devez être payé moins que ce que vous valez vraiment sur le marché, puisque vous êtes la marge de l'entreprise. Mais demain, vous n'aurez peut-être même plus le choix. Moi, je connais, alors c'est pas une anecdote, encore une fois, pour vous dire à quel point c'est massif. En off, j'ai entendu que les géants du luxe, on peut les citer, il y en a 4, c'est les plus connus, les LVMH, les Kering, les Hermès, les Richemont, qui commencent à dire on ne bosse sur certains projets qu'avec des freelances. Alors attention, c'est pas des freelances précaires, sous-payés, etc. Ce sont des freelances très très bien rémunérés parce qu'ils ont une très haute valeur ajoutée. Et il n'y a pas de... Ils n'ont pas à se cacher, ces gens-là. Parce que quand on parle d'indépendants de freelance, on parle souvent des freelances sous-payés, etc., limite intermittents, mais il y a aussi des freelances extrêmement compétents qui facturent très cher. Moi, j'ai entendu des freelances payer plus de 40 000 € par mois pour être consultants pour des grands groupes du luxe. Parce qu'ils ont une vraie expertise sur un sujet très technique, très précis, et ils n'ont aucun problème à payer, ces gens-là. Autre chose, c'est que je sais que parmi ces grands groupes du luxe, ils font appel maintenant à des équipes projet complètes, le chef de projet plus toute la team autour de techniciens, tous en freelance. Okay. Ça serait jamais arrivé il y a quelques années. C'est un vrai signal de ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que c'est tellement dur de trouver des gens engagés qui font vraiment leur boulot qu'en fait les meilleurs, encore une fois, préfèrent se mettre freelance. Et du coup, si vous voulez du résultat, il vous faut une équipe de freelance avec un chef de projet freelance qui pilote le truc et qui est très heureux de le faire. Je te prends quelques secondes pour 2 choses. Déjà, te remercier d'être arrivé jusqu'ici. Si tu as aimé le début de l'épisode, je pense que tu devrais apprécier ce qui suit. Deuxième chose que je voulais te dire, j'ai enregistré avec Stéphane ce que j'appelle la question off. Je lui ai posé une question totalement off que je ne diffuserai pas sur les réseaux. Et dans cette question off, en fait, il m'a expliqué comment il faisait pour faire sa veille, comment il faisait pour voir les tendances avant tout le monde et pour organiser sa pensée. Tu as remarqué qu'il organisait très bien sa pensée et qu'il avait vraiment une pensée claire et efficace. Il m'explique comment il fait pour organiser sa pensée et pour être en avant des tendances. Si tu veux accéder à cette question off, à ce contenu qui dure quelques minutes, le lien est en description, je te l'envoie tout de suite par email. Je te laisse avec le reste de l'interview de Stéphane. Il va me parler de comment on fait pour être pertinent. Est-ce que c'est la fin des états ? Comment faire pour ne pas se faire disrupter ? Et puis on va parler aussi du marketing à l'heure de l'IA. Bref, plein de belles choses. Bonne écoute. Un peu comme l'équipe de production d'un film où en fait chacun est freelance, chacun est un peu intermittent. Et si vous voulez une Dream Team, le seul moyen pour une entreprise d'avoir des salariés engagés qui font vraiment leur boulot, c'est de les surpayer par rapport au marché. C'est ce qui se passait en fait dans l'ancien monde avec les grands groupes, sauf qu'aujourd'hui c'est plus possible avec la mondialisation, la tech, tout ce que j'expliquais avant. C'est ce qui se passe chez Google. Et du coup voilà, les seuls capables de faire encore ça aujourd'hui, c'est ceux qui ont un monopole sur leur marché. Je pense à des gens comme Google, argent illimité, Amazon. Grosso modo. Tu peux te permettre de surpayer ton chercheur en intelligence artificielle parce que justement t'es le meilleur au monde, t'as un monopole et il sera plus heureux chez toi avec tous les petits copains qui sont les meilleurs au monde, il va être épanoui, etc. Ouais. Mais il faut être le meilleur au monde sur ton marché pour te permettre. Sinon, t'es obligé de payer des freelances parce que c'est eux qui ont le rapport de force. Ça change tout en fait. C'est vraiment un sujet passionnant et je suis content qu'on en ait parlé là parce que je trouve que personne n'en parle. Donc je pense que ça fera date. Personne n'en parle et c'est un énorme tabou. Moi, chaque fois que je fais des tweets sur le salariat, c'est à chaque fois les moments où je me prends le plus de haine en ligne. Et ce que je comprends pas en plus, c'est que c'est souvent des gens de gauche qui attaquent là-dessus, alors que c'est un sujet de gauche. Ouais. D'un point de vue, alors j'exagère un peu, mais d'un point de vue anthropologique limite, être salarié aujourd'hui, alors je crois que c'est Naval qui dit un truc comme ça, c'est un peu l'esclavagisme de notre époque. On est une civilisation plus avancée, on pourrait passer à autre chose que le lien de subordination à l'employeur. Ça devrait être fini, cette époque où l'employé, le salarié est substituable, corvéable à merci, etc. On devrait mettre des contrats beaucoup plus flexibles, autonomes. Mais à ce moment-là, ça s'appelle plus le salariat, c'est autre chose. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est mort, c'est fini.
Et forcément, ce genre de réflexion, ça fait grincer des dents. Ça devrait être un sujet défendu par la gauche, de dire, au lieu de protéger le salariat, on accompagne sa mort, mais on crée une protection sur l'individu qui est plus puissante, plus forte, plus... En fait, ça devrait être vraiment un sujet de gauche, et c'est pas défendu par la gauche. C'est ça qui est... Comme toujours, hein, à chaque fois, les sujets de gauche deviennent des sujets de droite et vice-versa. Au cours de l'histoire, c'est toujours comme ça. Mais c'est parce que salariat égale sécurité dans la tête des gens. Alors que c'est l'inverse. Hyper intéressant. Et tu vois, là, je t'écoutais, on pourrait parler de ça pendant des heures, et je me disais, mais t'as vraiment cette façon d'organiser ta pensée, t'as des anecdotes, tout est très clair, parce qu'en fait, ton métier, c'est exactement de faire ça, c'est-à-dire que tu partages de l'information, tu la packages, tu la synthétises, tu la rends intelligible. Et du coup, ce métier de conférencier, je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai fait des recherches pour préparer ce podcast. J'ai eu du mal à trouver de l'information sur qu'est-ce que c'est qu'être un conférencier. Est-ce que c'est difficile est-ce qu'il y a que quelques élus? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas, voilà. Et du coup, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Avant ça, juste pour que tous les personnes qui nous écoutent puissent savoir un peu quelle a été ta démarche, qu'est-ce que tu as pu faire sur ces dernières années. Si j'ai bien compris, avec tous les échanges qu'on a eus, t'es passé par quelques grands groupes, par quelques banques, enfin pas par une banque notamment, mais déjà quand tu travaillais, je crois que c'était à la Sogé. Ouais. Quand tu travaillais à la Sogé, déjà t'avais une casquette un peu d'acculturation au digital, et rapidement tu t'es mis à présenter un peu des sujets, donc à déjà être un petit peu un pied dans les keynotes, les présentations, les conférences. Est-ce que le point de départ de ton métier, c'est à ce moment-là, ou est-ce que c'est bien avant ? C'est avant. Alors en fait, j'ai toujours adoré la pédagogie. Moi, quand j'avais 12 ans, pour gagner de l'argent de poche, j'avais mis une annonce dans le journal local de ma ville, j'habitais à Versailles à l'époque, pour donner des cours d'informatique. Donc à 12 ans, je donnais des cours d'informatique à des personnes entre 30 et 50 ans, plusieurs heures par semaine, et je leur expliquais la bureautique, je leur dépannais leur ordinateur. Enfin, moi j'étais passionné, hein, je faisais de la programmation informatique très jeune, j'ai développé des logiciels. Les gens le savent pas, hein, quand ils disent que je parle d'IA alors que j'ai fait Sciences Po, hein, c'est un truc en France t'as pas le droit, mais en fait non, j'ai fait beaucoup de code, c'est ma passion. Je savais coder avant de faire Sciences Po et d'avoir une formation d'économiste. Enfin, j'ai fait plein de trucs avant. Et donc déjà j'adorais la pédagogie, je donnais des cours d'informatique très jeune. C'était comme ça que je gagnais mon argent de poche. Après, quand j'ai eu mon diplôme de Sciences Po, c'était en 2012. Moi, je suis sorti en 2012. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer sur le marché du travail. J'ai passé des entretiens beaucoup, et moi, je viens d'un milieu assez modeste, et donc j'avais pas les contacts, les machins, ce qui est le cas pour beaucoup de gens aussi qui sortent de Sciences Po. T'as ceux qui font partie des gros réseaux papa-maman, et t'as ceux qui viennent des milieux plus modestes. Et moi, j'avais pas cette chance-là, donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer sur le marché du travail. Donc je passais beaucoup d'entretiens. Et en même temps que je passais mes entretiens, je bossais en freelance pour un ami à moi qui avait une start-up qui faisait de la communication sur les réseaux sociaux, des événements pour les entreprises, etc. Et la première fois, ça devait être en 2013, je crois, à l'époque, il m'avait demandé d'animer une convention pour une entreprise qui était parmi ses clients, et donc je devais présenter les intervenants, leur donner la parole, interviewer le PDG, etc. Et en fait, moi j'avais adoré faire ça, et les gens avaient adoré aussi. Et donc je m'étais dit, en fait c'est cool, je veux devenir présentateur, c'est trop bien et tout, j'adore ce métier. Et donc j'ai cherché un job là-dedans. Quand je passais des entretiens pour des boîtes, je disais que je voulais faire ça, et tout le monde me disait mais ça n'existe pas, on n'a pas ça chez nous, machin et tout, et donc j'étais vachement déçu. Et c'est vrai qu'ensuite mon premier vrai job, mon premier CDI, quand je sortais de l'école, ça a été en salle de marché à la Société Générale, un job assez classique de jeunes diplômés dans un grand groupe, machin. On m'avait vendu ça comme le truc un peu élitiste, t'es dans une salle de marché, t'es avec les traders et tu vas t'occuper de la transformation digitale des salles de marché. Donc sur le papier, c'est un super profil. Génial, sur le papier, c'est génial. En réalité, c'est comme un peu tous les trucs dans la vie. J'ai remarqué ça, c'est une de mes leçons de vie. C'est qu'à chaque fois que tu penses qu'un truc est super cool de l'extérieur, une fois que tu l'as, une fois que tu y es, tu te dis, mais en fait, tout ça pour ça. J'ai eu le même phénomène avec Sciences Po, tu vois. À Sciences Po, j'avais tout fait pour y entrer. Une fois que j'étais dedans, je me suis dit, mais en fait, c'est juste ça. Parce qu'en fait, c'est très différent de ce qu'on t'explique lorsque tu y es pas. Ouais. Les grandes écoles, c'est beaucoup moins élitiste qu'on le pense. C'est beaucoup plus détente, c'est beaucoup plus cool. Tu bosses beaucoup moins que ce qu'on te le dit. Bah, en fait, dans la banque, c'est pareil. Moi, le premier truc qui me choque quand j'arrive là-dedans, c'est le nombre de types surpayés. Mais quand je dis surpayés, on est sur des centaines de milliers d'euros par an à ne strictement rien faire. Il n'y a pas de mission. D'ailleurs, tous les ans, ils s'inventaient leur mission. Ils faisaient du reporting, machin, leur boss. Alors, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais bon, ils sont là, mais ils sont trop chers pour être licenciés. Donc, ils sont là. Et en fait, tu te dis, mais en fait, on me fait passer des entretiens hyper compétitifs pour être avec soi-disant l'élite, machin et tout. Mais en fait,
Rien du tout, quoi. C'est des gens sympas, c'est des gens qui bossent normalement, qui, comme tout le monde, veulent pas trop s'emmerder. Et en fait, j'étais hyper déçu. Je me suis dit, ces gens-là passent un temps fou à ne rien faire, en réunion stérile, à s'envoyer des mails qui servent à rien. Je me dis, j'ai l'impression que c'est une espèce d'escroquerie, le monde du travail, où les gens font semblant de bosser. Et là, t'avais quel âge? T'avais 25 ans? Je sortais de l'école, ouais. Alors, j'étais un peu plus vieux parce que moi, j'ai bossé avant, j'ai fait d'autres trucs, etc. Mais ouais, je devais avoir 25 ans à l'époque à peu près. Et donc, je devais travailler sur la transformation digitale des salles de marché, mais à un poste de junior, tu vois, où en gros, je faisais de l'Excel, je préparais des slides pour des personnes un peu plus seniors que je trouvais pas très compétents d'ailleurs, mais qui avaient des costumes, des titres de carte de visite et puis tu sais, il y a la hiérarchie, il y a la structure, l'organisation, il y a le head off, il y a le vice head off, il y a le machin, les managers trucs, il y a les managers partout, puis ils se donnent tous de l'importance avec ça. Moi, ça me faisait marrer. Je me disais, mais c'est fou, ils se prennent tous pour des gens super bons, alors qu'en fait, ils sont pas si bons que ça. Ouais, il y a la pyramide. Et moi, je faisais mon job de junior là-dedans. Ouais. Et puis à l'époque, si tu veux, mes managers m'avaient demandé de faire une présentation sur l'innovation, et j'avais choisi le sujet de l'intelligence artificielle puisque je connaissais un peu le sujet déjà depuis longtemps. Je travaillais là-dessus et comme je suis un ancien codeur, je suivais ces sujets de près. Et j'ai fait une presse un jour. Il m'avait demandé d'inviter 4-5 personnes autour de moi, donc j'avais pris ma RH, j'avais pris mes potes traders juniors qui étaient recrutés en même temps que moi, puis j'ai fait cette presse. Et ils ont trouvé ça super cool, et ils m'ont demandé ils ont dit, je vais en parler à mes managers, on va la refaire. Donc on m'a demandé d'en refaire une pour leurs managers, qui ont trouvé ça cool. La même. Qui ont trouvé ça cool. Puis comme ça, de fil en aiguille, ça a fait un buzz qu'on n'avait pas du tout prévu. Et de une présentation devant 4 personnes, on s'était retrouvé à l'époque j'en faisais 2 par jour avec entre 50 personnes et 400, voire plus quand je faisais des amphis, voire 2000 personnes une fois quand il y avait un whole staff avec plein de gens. Et c'était vraiment un truc qu'on n'avait pas décidé, tu vois. Moi, j'avais fait ma presse et les gens venaient écouter ma presse, venaient m'écouter. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, j'en ai fait plus de 300 pendant 2 ans et demi. Je crois que je suis resté 2 ans et demi dans cette banque. C'était mon premier job. Et très vite, j'ai voulu sortir de là. Un jour, j'ai fait je commençais à être appelé par l'extérieur puisque j'avais fait des conférences à l'extérieur qui a été filmées, mis sur YouTube, etc. Et un jour, un patron d'une boîte de tech vient me demander de faire ça pour des DSI de grands groupes, dans un truc un peu privé. Et il m'a dit, écoute, moi je veux te recruter, viens travailler avec nous. Donc ça tombait bien, moi je pouvais plus travailler dans la banque. Je me disais, mais c'est hors de question que je reste là-dedans. Enfin, c'est vraiment l'ennui à mourir, donc je resterai pas là-dedans. Puis surtout, j'étais dégoûté. Je voyais que mes managers étaient payés des fortunes alors que je bossais comme un dingue et j'avais l'impression vraiment d'être beaucoup plus légitime sur plein de trucs. Et donc je me suis dit, je reste pas là-dedans. Je démissionne. Je suis recruté par cette boîte de tech qui faisait des algorithmes, qui transformaient du code. Donc j'adorais ça. Et très rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je représentais cette boîte de tech un peu partout dans le monde sur ces technos, mais très vite, j'ai été appelé par des entreprises partout sur la planète pour que j'aille faire des conférences. Et donc, en fait, j'ai découvert que j'avais un business model. Les gens m'appelaient, j'avais juste à leur donner un prix. Donc à ce moment-là, en fait, tu t'es dit, c'est fini. Il y a un métier quoi derrière ça. Je savais pas que ça existait. Model. Tu savais pas que ça existait. En fait, je connaissais beaucoup. T'as pas eu d'inspiration forcément. Si. Ouais. J'allais. Alors moi, j'étais passionné. Alors on était en 2013-2014 à l'époque. Moi, j'allais écouter des conférences, tu vois, dans des événements sur le digital. Moi, j'étais passionné par Emmanuel Duez, par exemple, qui parlait de la génération Y. Pour moi, elle a mis une claque à tout le monde. The Boson Project. Ouais. Emmanuel Duez, quand je l'écoutais en 2013-2014, je me disais putain, elle est brillante, elle est pertinente, elle capte l'attention comme personne. C'est génial ce qu'elle fait. Mais je savais même pas que c'était un métier à l'époque. Alors maintenant, c'est différent, mais j'écoutais beaucoup Idriss Aberkan. Il avait été très bon à l'époque, parce qu'il parlait de l'économie de la connaissance. Il était conférencier en fait. C'était son métier vraiment. C'était leur métier, ces gens-là. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait des gens comme Pascal Pic, paléoanthropologue, passionnant aussi, que je voyais à Futur en scène, etc. Mais je savais pas que c'était un métier. Et en fait, les entreprises m'appelaient, j'avais juste à leur donner un prix. J'ai découvert que c'était un métier. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est un métier que très peu de gens font en France. On est une petite dizaine, vraiment un petit peu plus de 10, pas plus, à vivre professionnellement de ce métier. En gros, c'est un métier où très peu de gens réussissent à vivre de leurs conférences, mais quand tu réussis à en faire, bah, tu peux en faire beaucoup et être appelé par beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs, sans exception. Comment t'expliques ça ? Comment t'expliques que très peu de gens ont du mal à vivre de leurs conférences ? Parce qu'on pourrait se dire que, comme tous les métiers, bah, ça s'apprend. Tu vois, ça s'apprend. Forcément, il y a des très bons, il y a des moins bons, mais... Il y a 2 écoles là-dessus. J'avais une prof de rhétorique à Sciences Po. On lui a posé la question au début de l'année, lors du premier cours, est-ce qu'on peut apprendre à devenir bon en prise de parole en public ? Et elle a dit, écoutez, moi j'ai un problème avec ça, c'est que ça fait 30 ans que je fais ce métier, et j'ai l'impression que je peux vous donner des techniques de structuration du discours, etc., mais en réalité, et un petit peu d'éloquence, comme on le fait au théâtre, mais en réalité, ceux qui étaient déjà faits pour ça au début sont encore meilleurs à la fin. Donc cette prof pensait qu'il y avait plus d'inné que d'acquis. Ouais.
J'ai pas la réponse. Le seul truc que je vois là-dessus, c'est que tous ceux que je vois se lancer pour devenir conférencier n'y arrivent pas. C'est vraiment une constante. Par contre, ceux qui le font par hasard, souvent, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils adorent ça, on les rappelle. Je pense que le cœur de ce truc-là, c'est la passion. Ceux qui sont passionnés par leur sujet, qui s'expriment dessus, c'est darwinien comme truc. L'environnement les sélectionne et les rappelle pour recommencer. Tous les conférenciers pros que je connais, sans exception, ont commencé comme ça. Ils n'ont pas voulu faire ce métier, mais ils ont vu que le public le demandait et donc ils sont devenus par la force des choses. Alors après, oui, ils vont se former, s'améliorer, trouver des techniques pour être meilleurs. J'en connais plein qui se professionnalisent à plein de niveaux, mais la vérité, c'est que c'est darwinien. C'est le marché qui les sélectionne parce qu'ils répondent à une idée du moment, parce que leur personnalité ou leur profil plaît. Mais c'est valable pour tout, dans la chanson, dans les séries, chez les journalistes, chez les podcasteurs. C'est l'environnement qui sélectionne et qui ensuite pousse. Ce qui fait que tu peux aussi être très populaire à un moment et très vite passer de mode. C'est un métier très particulier, comme je disais, où on est très très peu, où tu peux faire un énorme buzz et ensuite disparaître. Il y en a plein comme ça, ce sera peut-être mon cas un jour, j'ai la chance de beaucoup travailler, mais tout est possible. Mais c'est vrai que très peu de gens en France font ce métier, alors que c'est une véritable industrie. Les keynote speakers aux États-Unis, c'est une industrie monstrueuse. Et après, c'est comme tout, c'est structuré. C'est-à-dire que t'es appelé par les entreprises, t'es sur des catalogues de conférenciers, t'as des agences de conférenciers. Alors moi, je travaille de moins en moins avec les agences de conférenciers parce que je considère que beaucoup sont vraiment des escroqueries. Alors explique-nous un peu ce que c'est que ces agences de conférenciers. Alors, en fait, c'est des agences que les entreprises sollicitent pour faire venir des conférenciers dans leur entreprise. Mais ce que les entreprises oublient, c'est que ces agences de conférenciers, c'est d'abord des commerçants. Et donc le commerçant, quel intérêt il a? Son chiffre d'affaires, sa marge. Et donc le problème de ces agences, si tu veux, c'est qu'elles défendent jamais, comme elles sont au milieu, c'est comme toutes les plateformes, elles défendent jamais l'intérêt ni du client ni du conférencier. Elles vont défendre leur marge. Et donc très souvent, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces agences parce que j'ai payé un cabinet de conseil pour faire le client mystère, pour voir comment ces agences me vendaient. C'est comme ça que j'ai compris qu'en fait c'était une très mauvaise idée de travailler avec des agences parce que ce qu'elles font, c'est qu'elles se servent de têtes d'affiche, des gens très connus, qu'elles vont mettre en avant. Et ensuite, si le client ne veut pas absolument cette tête d'affiche, parce que sinon elles sont obligées de le vendre, elles vont soit annoncer un tarif qui est démesuré pour décourager le client, soit dire qu'il n'est pas disponible pour pouvoir placer quelqu'un qu'elles vont payer pas cher, avec qui elles vont faire une marge énorme. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver parfois à des conférences et de rencontrer des clients qui m'ont dit on aurait adoré vous avoir en conférence, mais vous n'étiez pas disponible. Alors je regarde mon agenda, je dis mais si, j'étais disponible. Ah bon, mais l'agence nous a dit que non, et du coup ils nous ont donné un tel conférencier. Ça, c'est incroyable. Mais c'est classique, quand tu vas dans une boutique et que tu vois un super truc en vitrine, tu dis je veux ça, les commerçants ils disent j'en ai plus, c'est mon best-seller, mais en fait il n'a jamais eu le truc. Par contre il veut te refourguer le truc avec lequel il fait le plus de marge, c'est le commerce. C'est pareil pour les agences de conférenciers. Donc tips pour ceux qui veulent faire des conférences: ne devenez jamais dépendant des agences de conférenciers, parce qu'ils vous disent tous qu'ils sont honnêtes, qu'ils marchent très peu, etc. La vérité, c'est que c'est pas clean du tout. Il vaut mieux travailler en direct. Il vaut mieux que vous construisiez votre clientèle, votre notoriété, vos sujets, votre pertinence. Et si vous faites bien votre job, vos clients vont vous contacter en direct. Et surtout, ça nettoiera un peu cette industrie, parce que franchement, c'est pas les agences de conférenciers, c'est pas un monde où j'ai vu des belles pratiques et beaucoup d'éthique. Et j'imagine qu'avec le Covid, ça a dû faire un peu le ménage aussi dans ce. Ouais, il y a beaucoup d'agences qui ont fait faillite, et les plus résilients sont restés. Les modèles s'adaptent, changent, etc. Mais c'est l'industrie de la conférence en entreprise, je pense que ça va énormément se développer. Il y a plein de talents qui vont émerger, qui doivent émerger. Il y a plein de sujets qui valent le coup vraiment d'être diffusés, c'est important. Mais je pense que de plus en plus, les entreprises vont solliciter les intervenants en direct sur leur site internet, les réseaux sociaux. Il y a plus de raison d'avoir des barrières aujourd'hui. Ouais. Et de moins en moins via elles. C'est comme tous les intermédiaires, ça a plus de valeur ajoutée aujourd'hui. Ouais. Donc elles vont tout avoir le discours inverse, mais dire mais nous on vous conseille, machin. C'est faux. La plupart du temps, c'est comme tous les commerçants, elles veulent de la rentabilité rapide, sans trop d'efforts. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est fini, ça n'existe plus. Comme les marchands de biens, c'est exactement comme les agences immobilières. Les agences immobilières, théoriquement, d'un point de vue purement économique, ça devrait avoir disparu. Il n'y a pas de raison de donner une commission aussi grosse à un agent immobilier. Là, un agent immobilier, alors pardonnez-moi, malgré tout le respect que j'ai pour les agents immobiliers, ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est très très faible la valeur ajoutée d'un agent immobilier.
On en a peut-être encore besoin, mais ça vaut pas le X% d'un bien. Un agent immobilier, ça prend de la valeur ajoutée sur le marché entre l'acheteur et le vendeur, mais ça ne crée pas de valeur ajoutée, contrairement à un constructeur ou un architecte d'intérieur qui lui crée quelque chose, crée de la valeur. Je dis pas qu'on n'en a pas besoin, hein. Peut-être qu'on a besoin encore d'intermédiaires, mais à une valeur ajoutée tellement faible que ça ne vaut pas la commission qu'ils ont aujourd'hui. Donc tout ça, ça devrait converger vers des prix justes avec les nouvelles technologies. Moins d'intermédiation, plus de direct. Même quand on veut se lancer dans le milieu de la conférence, ça peut être bien de l'avoir en tête, de se dire que il y a des agences qui existent. Peut-être que c'est bien pour mettre le pied à l'étrier. Je le conseille même pas parce même que pas, okay. Moi je suis partisan qu'on fasse vraiment disparaître toutes ces mauvaises pratiques. Alors évidemment, toutes les agences vous disent qu'elles sont différentes et qu'elles font pas ces mauvaises pratiques. La vérité, c'est que je le vois encore. Je conseille vraiment. Aujourd'hui, l'information circule très vite. Si vous faites de la conf, vous avez toutes les possibilités de le montrer, que ce soit avec des vidéos sur YouTube, sur Twitter, sur ce que vous voulez, partout. Et donc, de créer votre site pour que vos clients vous connaissent. Ouais. Et donc, vous n'avez plus besoin de ces intermédiaires qui manipulent le marché. Ça va disparaître, hein, c'est qu'une question de temps. C'est normal, comme tous les intermédiaires, les agences de voyage. Elles ont quasiment plus de business aujourd'hui, les agences de voyage physiques. Elles disparaîtront, hein. Il y en a encore qui veulent aller dans des agences physiques, mais Internet a fait converger les prix vers un minimum de commissions pour les intermédiaires qui font du volume. Ça sera la même chose. Et aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement fou d'aller dans une agence physique, s'asseoir avec un et il faut jamais écouter les agences de conférenciers qui vous disent qu'ils sont agents de conférenciers. Ça n'existe pas, ce métier en France. Le métier d'agent dans le show business, ça existe pour les acteurs pour défendre leurs intérêts. Vous savez, c'est la série 10% qui lisent les scénarios, qui les conseillent, etc. C'est contractuel, en fait. C'est du juridique, quasiment. Oui, mais surtout, ils ont une vraie valeur ajoutée. Ces gens-là, c'est qu'ils défendent les intérêts des acteurs. Il y a une vraie valeur ajoutée. Eh ben, il y a beaucoup de gens dans les agences de conférenciers qui se prétendent agents de conférenciers, alors qu'en réalité, ils défendent pas du tout les intérêts de leurs conférenciers. Ils prennent juste leurs agendas pour récupérer leurs demandes de conférences et ensuite les placer et récupérer une marge indue au passage. Mais souvent, si ça les arrange pas, faire croire aux conférenciers que le client, finalement, n'a pas voulu donner suite pour la conférence pour ensuite placer un autre conférencier. Alors il y a un vrai métier à développer sur le métier d'agent de conférencier pour défendre les intérêts des conférenciers. Ça se fait un peu aux États-Unis, comme pour les acteurs, le show business, etc. Sachez qu'en France, ça n'est pas le cas. Agent de conférencier en France, ça veut juste dire je m'occupe de l'agenda, je prends de la marge au passage, mais j'ai zéro valeur ajoutée. Et si je peux, je vous place quelqu'un d'autre pour faire ma marge. Mais peu de valeur ajoutée, pas mal de marge, quoi. Mais il y a une vraie opportunité pour ceux qui veulent devenir agent de conférencier pour défendre les intérêts des conférenciers. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui a vocation à exister. Mais ça veut dire vraiment défendre ses intérêts, c'est-à-dire dire non à une entreprise quand le conférencier n'est pas bon, n'est pas celui qu'il leur faut, ne pas accepter certaines entreprises et pas d'autres. Mais malheureusement, ça n'existe pas en France. Du coup, le quotidien d'un conférencier, c'est quoi, en fait ? C'est-à-dire que j'imagine que la matière première de la conférence, c'est de la data, des infos, des anecdotes. Il y a forcément de cette acquisition de matière première. C'est ça. Mais tes journées ressemblent à quoi, en fait, Stéphane ? Alors, moi, en gros, je fais entre 8 et 10 heures de consommation de matière, comme tu appelles, c'est-à-dire de l'information, de la connaissance, que ce soit des bouquins, les intemporels que j'expliquais tout à l'heure, les conférences. Je consomme un nombre démesuré d'heures de vidéos de conférences YouTube. Je regarde tout en x2, donc je consomme beaucoup plus vite. Bonne petite technique. Je pompe du contenu à mort partout pour me faire mes idées, structurer mes idées, etc., savoir ce que je pense. Twitter, je suis très peu de personnes, mais uniquement la crème de la crème, des gens les plus pertinents sur leur sujet. Je vais lire les brevets qui sont déposés sur les sujets qui m'intéressent, les géants de la tech, etc. Et puis après, comme tout travail de type qui bosse de la connaissance, une fois que j'ai ingurgité ça, je réfléchis, j'écris, je traite, je structure, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment création d'idées, de contenu. Alors, je dis création, mais en réalité, personne ne crée jamais rien. Ouais. Ni même les intellectuels. C'est toujours une recombinaison de trucs qui existent, mais la valeur, ce qu'on appelle création, en fait, c'est la valeur de la recombinaison d'informations. Ouais, c'est du réagencement, On dit que c'est la créativité, en fait. Tout est un remix, quoi. Tout est combinaison dans la vie. L'information, c'est de la combinaison. C'est comme la génétique, c'est de la combinaison. Et c'est l'assemblage dans cette combinaison qui fait qui tu es. C'est pareil pour l'information. C'est de l'information recombinée, c'est les liens. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ici ou là? Est-ce que c'est un lien de rapprochement? Est-ce que c'est un lien hiérarchique? Est-ce que tel truc est encapsulé dans tel autre? Et ensuite, une fois que j'ai ça, je structure. Alors moi, j'ai appris à argumenter quand j'étais à Sciences Po. Je ne savais pas le faire avant, mais il y a des règles pour ça. Ouais. Ça s'apprend pour le coup. Ah oui, tu sais, tu peux relire Aristote, tout est dedans. Moi, je structure toujours en 3 points. C'est j'affirme un truc. Sur Twitter, je fais que ça parce qu'on peut pas justifier, mais en gros, j'affirme un truc. Ensuite, je le justifie parce que liste d'arguments.
connecteur logique entre les arguments. Quand je peux, pour être honnête intellectuellement, je rajoute des contre-arguments pour expliquer les limites de ma pensée. Et ensuite, illustration. Exemple pertinent, contre-exemple quand je peux aussi, etc. Ça, c'est ma structure d'argumentation qui marche. Je veux dire, elle a été prouvée au cours des siècles. Tout le monde, tous les négociateurs savent faire, les politiques savent faire, les storytellers savent faire. C'est comme ça que le cerveau humain suit une argumentation. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est comme ça que je travaille ma matière première. Et puis après, j'ai une partie, évidemment, logistique, vente. Je discute énormément avec mes clients. En gros, mes clients me contactent et on décide ensemble quel type de conférence ils veulent, quel type de public ils veulent. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que je peux faire la même conférence pour 2 publics différents. Je vais avoir 2 réactions différentes parce que là aussi, ça dépend de l'aversion au risque. Quand je parle à des notaires, c'est les gens qui détestent prendre des risques. Tu ne deviens pas notaire parce que tu adores les risques. Ils vont être beaucoup plus terrifiés que lorsque je dis la même conférence à des entrepreneurs, des traders, alors j'ai jamais fait, mais des cascadeurs, j'imagine, des gens qui adorent le risque. Quand tu dis terrifié, c'est que tu as des retours en fin de conférence qui ont eu peur. Alors j'ai tenu le même discours que si je parle à des entrepreneurs, parce que c'est très subjectif en fait. Après, il y a des invariants, tu vois, je vois que c'est fascinant, les humains sont fascinants, ils demandent toujours les mêmes trucs. Les femmes me demandent toujours les mêmes trucs après. Qu'est-ce qu'il faut conseiller comme étude à nos enfants dans ce nouveau monde? Toutes les femmes me demandent ça. Ça, c'est un invariant. En France, j'ai toujours la question de l'éthique, de la réglementation, de la régulation. Ça, je l'ai jamais aux États-Unis. On est obsédé par l'éthique, par la régulation, tous ces trucs. Donc tu vois, t'as des invariants comme ça, selon les pays, les cultures, les sexes, les machins. Mais sinon. Est-ce que t'as une anecdote ou un truc qui s'est passé pendant une conférence ou après une conférence et qui a été vraiment surprenant et quelque chose qui, je sais pas, qui s'est jamais reproduit ou des questions qu'on t'a posées qui étaient complètement hallucinantes? Ou est-ce que t'as voilà. Alors, ce qui m'arrive très souvent, vu que je fais des conférences très interactives, surtout sur les petits groupes, c'est que parfois un client me demande une conférence sur un sujet, par exemple la fin du salariat, l'entrepreneuriat, etc. Et comme je fais des conférences très interactives et que j'autorise le public à m'interrompre pour faire des parenthèses, leur répondre, discuter avec eux tout au long de ma conférence, eh ben en fait la conférence n'est pas du tout sur le sujet qui m'avait demandé, parce que je tire le fil de ce qu'il y avait dans le public. Une fois, je me souviens, il n'y a pas longtemps, je devais faire une conférence sur la fin du salariat pour un groupe d'entrepreneurs, un groupement d'entrepreneurs dans le Sud. Et en fait, dès le début, les gens commençaient à me poser des questions sur les algorithmes. Et moi, ma thèse là-dessus, ça les a beaucoup choqués. C'était de dire, mais en fait, les humains sont des algorithmes. Nous sommes des algorithmes. Regardez, si vous pouviez zoomer sur votre vie ou celle de vos amis et les regarder vivre tous les jours, vous verrez, on fait toujours les mêmes choses, on dit souvent les mêmes choses. Vous regardez une interaction humaine, il y a de l'algorithmique, on peut faire émerger un schéma de ce qui se disent, de ce qui se répète, etc. Donc il y a des algorithmes partout autour de nous. Ça a terrifié un paquet de gens dans la salle qui n'étaient pas d'accord, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas d'argument en face. Et très souvent, ce qui m'arrive, c'est que parfois je vais choquer des gens qui ne sont pas d'accord avec mon discours, ça les gêne vraiment, mais ils n'ont pas d'argument, mais j'ai planté la graine dans leur cerveau. Et plusieurs jours, semaines après, j'en ai un paquet qui m'écrivent et qui me disent en fait vous aviez raison, j'y ai repensé, mais oui, c'est vrai, nous sommes des algorithmes. C'est pas réducteur, hein. Faut qu'on reste à notre place, les humains. Je veux dire, on décide pas grand chose, hein. Moi, je pense que le libre arbitre n'existe pas, par exemple, toutes ces choses-là, hein, que les philosophes ont déjà traité. Des êtres d'habitude, des routines, des boucles. On est des robots, pour moi, extrêmement complexes, avec plein d'algorithmes qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui sont dynamiques. On a énormément de data dans le cerveau, parce qu'on a tous des expériences de vie différentes, et donc ça produit des résultats qui ont l'air différents, mais en réalité, ça répond à des algos, tout ça, selon moi. Quand j'explique ça à des gens, par exemple, très souvent, j'ai des gens qui sont choqués et qui n'y croient pas, mais en fait, qui m'écrivent après sur LinkedIn ou par mail et qui me disent, mais finalement, vous aviez raison, j'y ai repensé, mais ça fait du sens, ce que vous dites. J'ai repensé. Très souvent, je vais choquer les gens, mais comme j'y ai réfléchi, que j'ai des arguments, des structures d'argumentation, très souvent, ils n'ont pas les arguments pour me contredire. Ça les force à penser, et ils finissent par être d'accord. Ça s'appelle convaincre, en fait. Ouais. C'est le boulot que j'ai fait pour moi-même. Tu sais, je pense contre moi-même, hein, comme disait Lévi-Strauss. Mon job, c'est de me dire, très souvent, moi aussi, je pars sur une idée que je commence à dérouler, à tirer en l'écrivant, et j'arrive à la conclusion inverse. Et je me dis, en fait, je pense l'inverse. Et du coup, je remonte ma démonstration et je la refais dans le sens inverse, parce que c'est ça que je pense vraiment. Est-ce que tu écris beaucoup ? Oui. J'écris énormément. Alors, je devais sortir un deuxième livre sur lequel j'ai beaucoup avancé, mais je ne sais pas si je vais le sortir parce que le problème, c'est que je ne suis pas très, très, très connu non plus dans les gros médias, mais je suis identifié par les gens qui vont dans ces gros médias, qui pompent mon contenu et qui vont le diffuser ensuite, soit dans les médias grand public, soit sur des slides quand c'est des cabinets de conseil. Donc, c'est peut-être pas une bonne solution pour moi de réécrire des bouquins. Mais par contre, j'écris beaucoup pour savoir ce que je pense. Parce qu'en vrai, on n'écrit pas pour les autres, on écrit pour savoir exactement ce qu'on pense, clarifier notre pensée, la structurer, etc.
Mais une fois que j'ai écrit, que je sais ce que je pense, je m'en sers comme contenu dans mes conférences. Parce qu'en fait, ce que je vends, c'est un paquet de connaissances concentrées que je vais délivrer en 1 heure, 2 heures, 4 heures sur scène à mes clients. Je leur fais lire 50 livres en 1 heure. Ouais, voilà, c'est ça. Sur son site, il y a marqué 50 livres en 1 heure. Je trouvais ça assez cool. En fait, j'ai fait ce métier parce que c'est ma passion. Et c'est ce que je fais depuis toujours. Je dévore des bouquins depuis que je suis petit parce que je suis passionné par ça. Vraiment, je pourrais faire ça, ne faire que ça de ma vie. La connaissance, ça me passionne. Les idées me passionnent. Savoir le vrai me passionne. Et du coup, c'est un truc que je faisais naturellement, toujours. Et j'en parlais en dîner à mes amis le dimanche soir. Je leur parlais des derniers trucs que j'avais lus, compris, etc. Et ils m'écoutaient, tu vois. En fait, c'est mon business aujourd'hui, quoi. C'est ce que je vends aux entreprises. Tu vis de ça, en fait. Tu vis de cette passion-là. De cette passion de la transmettre ce qui me passionne. Transmission, ouais. C'est ça. Ce qui me passionne, parfois ce qui m'empêche de dormir. Il y a des sujets en ce moment qui sont un peu chauds et j'en parle quand même en entreprise, même si ça choque. Avec ce parti pris, tu disais contrariant dans l'intro, mais pas de bullshit. Moi, j'ai fait un stage dans un cabinet de conseil quand j'étais à Sciences Po. J'ai compris ce que c'était l'industrie du bullshit. Vraiment, hein. Raconter n'importe quoi au client juste pour lui revendre des trucs. Ne pas connaître un sujet, prétendre qu'on l'a travaillé. Ça, c'est des consultants. Hein. Moi, j'ai vu, hein, il faut dire oui au client, puis ensuite, on trouve en interne une manière de lui vendre un truc, ou on trouve un expert ou autre. Mais, donc, pas de bullshit. Pas de banalité. Je considère que le respect de notre époque, vraiment, c'est la pertinence, c'est de transmettre des trucs qui ont de la valeur aux gens. Ça, j'ai vu trop de gens, mais moi, je suis coaché dans le monde corporate, on écoute des banalités et des discours lisses, tu vois. On paye des consultants pour te dire des trucs vraiment qui ont zéro valeur ajoutée, mais comme ils disent avec un costume et des slides, puis des tableaux de machin, de je sais pas quoi, on les prend au sérieux, alors qu'en fait, ça vaut zéro, quoi. Mais après, la valeur, elle est vraiment subjective. Tu vois, ce qui a de la valeur pour toi, peut-être n'a pas de valeur pour moi, et ouais, bien sûr. C'est peut-être ça. Donc, comment tu définirais la pertinence, du coup? Ben justement, c'est de s'adapter à ce qui manque à l'autre. Tu vois son niveau d'information, tu te mets juste un cran au-dessus pour lui apporter quelque chose. Peu importe ce que c'est, mais tu vois, c'est naturel avec des enfants. Ouais. Tu te mets à leur niveau, mais tu essaies de les tirer un peu vers le haut pour leur apprendre un truc qui va avoir de la valeur pour eux, quel que soit ce que tu appelles la valeur, que ce soit de l'humour, que ce soit de l'empathie, ou de la concision, ou alors des idées actionnables qui vont changer ta vie, une nouvelle manière de voir les choses. Enfin, en fait, c'est toujours une nouvelle manière de voir les choses. Ouais. Parce qu'il y a de la pertinence. C'est juste t'apporter un nouveau regard, un nouvel angle sur les choses, mais qui te fait penser différemment et qui transforme soit ton business, soit ta vie, qui t'apporte quelque chose. Ça, tu vois, c'est ce que je comprends pas. C'est que dans le monde corporate, on tolère encore le bullshit, les banalités, la démagogie aussi. Putain, ça, c'est un truc que je comprends pas. La démagogie, c'est partout. Que ce soit, alors, normalement, avec que les politiques, mais maintenant, c'est partout. On écoute des gens qui sont là pour te dire ce que tu penses. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça, pour une entreprise? Je comprends pas qu'on laisse passer encore ces discours lisses. Tu vois, sur l'intelligence artificielle, quand t'écoutes les médias, les grands médias, la presse, etc., tu lis toujours les mêmes banalités. T'as jamais personne qui va aller un cran au-dessus ou alors un cran de côté pour t'offrir une analyse un peu iconoclaste. Pour faire réfléchir, quoi. Ouais. Moi, tu vois, j'ai été très choqué par ça parce que mes premières conférences et même mon bouquin, c'était sur l'intelligence artificielle. On m'a beaucoup attaqué sur le fait que j'étais pas légitime. Déjà parce que les gens savaient pas que j'ai fait beaucoup de code quand j'étais jeune, mais surtout parce que je suis pas ingénieur, j'ai pas fait de code. Ça, tu vois, c'est notre côté français de penser qu'il y a que les experts d'un truc qui peuvent être légitimes. Ouais. Premièrement, moi, j'ai vu des experts, soi-disant, des chercheurs en IA, des machins, des gens qui avaient des gros postes dans des universités, etc., sur ce sujet-là en off, et j'ai compris un truc qui est tout bête, mais qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est pas parce que vous êtes soi-disant expert dans un domaine que vous l'êtes réellement. Moi, j'ai vu ces gens-là, en off, ils se plaignaient de pas être recrutés par Google. Et j'ai compris qu'en fait, s'ils n'étaient pas recrutés par Google ou autre, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Dans tous les métiers, vous avez des gens bons et des gens moins bons. Même les chercheurs. Les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Ouais, c'est ça. C'est les bons chercheurs et les mauvais chercheurs. Tu vois, je refaisais mon appart. Quand je refaisais mon appart, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit, prends un archi. Mais en fait, c'est oublier qu'il y a des bons archis, des mauvais archis. Moi, j'ai fait venir une archi. Comme toujours, je pose des questions dont j'ai déjà les réponses pour tester le niveau de la personne en face de moi. Et j'ai vu qu'il y avait des mauvais architectes d'intérieur. Comme dans tous les métiers. Il y a une gaussienne avec des gens moyens, des gens très bons, des gens moins bons. C'est pareil pour les chercheurs. C'est pas parce que vous êtes chercheur en intelligence artificielle que vous êtes bon. Premièrement, ça, je l'ai vu partout. C'est qu'il y a ce prestige, un peu cette valeur perçue de certains métiers. Le signal n'est pas le bon. Voilà. Comme si tous les docteurs, par exemple, étaient très bons, bien sûr. Ça, on a tendance à l'oublier. Ça, c'est un truc de dingue. C'est pas parce que, chez les podcasteurs, c'est pas parce que t'as un podcast qui fait des millions et des millions de vues que t'es un bon mec pour interviewer dans les podcasts. J'en vois un en France, là, il cartonne parce que ses invités sont super bons. En vrai, le mec, ses questions sont trop nulles. Je me dis, pourquoi les gens écoutent ça, le niveau des questions. Tu mets la pression, là, Stéphane. Non, alors, je parle pas de toi, évidemment, mais je me dis, mais
il invite des gens prestigieux, mais le niveau de ses questions, franchement, c'est niveau CM2, quoi. Ouais. Mais pourtant, ça marche quand même. Et du coup, on pense que c'est un bon podcaster. Mais en fait, pas du tout. Et ben ça, il y a ça partout, dans tous les métiers, chez les conférenciers aussi, partout. Ouais. Et on a tendance à l'oublier. Donc moi, j'ai vu ça beaucoup. Personne n'en parle, donc sur les experts. C'est bien que t'en parles. La seule légitimité aujourd'hui, c'est la qualité de votre travail et son volume. C'est le sérieux, donc pas de fake news, des vrais arguments, des vrais connecteurs logiques entre vos arguments, des vraies démonstrations pour arriver à des conclusions. Moi, j'ai été très choqué parce que quand j'ai bossé là-dessus, je me suis fait attaquer là-dessus et j'ai plein de gens qui ont refusé de m'écouter parce que j'étais pas chercheur en IA, j'étais pas chez Google, j'étais pas chez machin, etc. Alors qu'en fait, j'avais bossé des milliers d'heures sur ce sujet et tout ce que j'ai écrit à l'époque, ça avait un sens. J'allais chercher les brevets qui étaient déposés, etc. Et tout ce que j'ai écrit dans Disruption en 2018 et que je raconte depuis 2015 dans mes conférences, c'est en train de se dérouler. Ouais. Et plein de gens qui à l'époque m'avaient méprisé, je pense par exemple à un grand journaliste dans les médias qui disait n'écoutez pas Stéphane Mallard, ça vaut rien, etc. Ce genre de personnes aujourd'hui disent mot pour mot ce que je dis depuis 2014-2015. Parce que la légitimité, elle n'est pas du tout là où on croit. Donc l'expertise, en fait, il faut vraiment s'en méfier aujourd'hui. Et on est tellement scotché en France sur l'argument d'autorité. Moi, j'ai un très bon pote, là, un ancien entrepreneur qui a vendu des startups à succès, etc. J'ai très souvent des discussions profondes là-dessus avec lui. Et à chaque fois, il me dit... Mais tu comprends, sur l'intelligence artificielle, j'ai parlé à un ami qui est chercheur. Je dis, mais arrête avec l'argument d'autorité. Il s'est planté là-dessus, il s'est planté là-dessus, il s'est planté là-dessus. Écoute plutôt les outsiders. Les nouvelles idées pertinentes, elles viennent toujours des outsiders, mais qui travaillent sérieusement. Qui ont vraiment fait le boulot, qui ont structuré, qui ont analysé, sur lesquels il n'y a pas de faille dans l'argumentation. Ça, on a un vrai problème avec ça. En France, t'as ton étiquette, si t'en sors, t'es mort. Alors qu'en fait, la valeur, elle se trouve chez les hybrides qui ont fait le boulot là-dessus. Et tu vois, quand tu dis que l'expertise est amenée à disparaître, oui, ça c'est génial. Comme c'est ultra impactant parce qu'on se dit mais comment ça c'est amené à disparaître. Et en fait, effectivement, si on tire un peu la courbe, déjà, on va en parler, mais il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Quand les gens auront compris qu'en fait l'expertise, elle est dans l'IA et que du coup les experts, les soi-disant experts, ils sont beaucoup moins pertinents, les gens vont aller voir l'IA et puis ils vont moins aller voir les experts. Donc l'expertise, effectivement, mais de manière assez mathématique finalement, va disparaître. Ça, c'est assez mathématique, fort. C'est logique. C'est exactement ce que je dis depuis 2014-2015. Mais là encore, j'étais pas écouté. Les gens me disaient non, il y aura toujours des médecins. Mais réfléchissez 2 secondes. Vous avez un algo qui est entraîné pour penser comme un médecin, que le médecin entraîne, qui va atteindre son niveau d'expertise et qui va le dépasser. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la valeur de l'expertise du médecin au milieu de ça ? Elle saute. Sur la valeur ajoutée, ça vaut 0 économiquement. C'est une commodité. Et donc la valeur ajoutée du médecin, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être le seul qui peut signer l'ordonnance, c'est peut-être son empathie, c'est peut-être parce qu'il est super cool, qu'il vous rassure. Il a peut-être d'autres qualités qui ont de la valeur économiquement. Mais l'expertise, non. Et deuxièmement, ça aussi, les humains sont très arrogants, mais c'est que les humains sont beaucoup moins experts qu'ils le pensent sur tous les sujets. Ça, c'est fascinant. Tu prends 10 experts, tu les mets ensemble, ils sont pas d'accord. On l'a vu pendant le Covid, mais il faut avoir beaucoup d'humilité. Les humains, ils avancent par tâtonnement, ils avancent par essai et erreur. Et l'histoire de la science, c'est qu'une histoire où on contredit des experts. C'est toujours ça. C'est Popper, c'est la réfutation. T'as le paradigme dominant, t'as le nouveau paradigme qui vient contredire l'ancien en le réfutant, en l'affinant, etc. Et on progresse en réfutant. Donc on est obligé de se tromper. Et donc on n'a pas la science infuse ni les experts. Et surtout, troisièmement, l'argument classique, c'est de dire que les experts, ils sont biaisés puisqu'ils sont enfermés dans leur expertise. Et qu'on a besoin d'un outsider qui voit les choses autrement pour casser justement cette vision des choses et qui va qui va rendre l'expertise obsolète et apporter autre chose. Tout ça avec l'IA, c'est plié. C'est les algos qui vont tout faire en matière d'expertise. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Qu'est-ce qui reste à l'être humain alors ? Les trucs d'humain. Les émotions, l'empathie. Enfin, moi, je dis aussi dans mes conférences que les émotions, ce sont des algorithmes. On a tendance à oublier, mais tout ce que les humains ont en eux, enfin tout ce que le vivant a en lui, que ce soit les organes du corps humain, les membres, ce que tu veux, ou les émotions, ça a un objectif, c'est de nous faire survivre. Les émotions, c'est de maximiser notre survie. L'amour, ça te fait aller vers l'autre pour te reproduire. La peur, ça te fait fuir un danger. Enfin, toutes les émotions ont une raison bien précise d'existence. En fait, ça, c'est des algos. Si demain, tu mets ça dans des algos artificiels, tu peux faire générer des émotions artificielles. On aura une espèce de vie artificielle hybride qui va émerger à côté de nous, avec laquelle on va interagir. Et avec laquelle on prendra du plaisir à interagir. Moi, ce que je pense même, c'est qu'on interagira uniquement avec notre assistant intelligent demain qui sera meilleur que tout. Ça sera une copie de toi-même, sans défaut, sans faille. Ton alter ego que tu essaies de rencontrer chez quelqu'un d'autre, mais qui généralement a toujours des défauts. Alors vous allez me dire, on aime les défauts. Non, en réalité, tu auras un truc tellement streamliné, tellement parfait, qui te surprendra quand il faudra, qui te décevra quand il faudra, qu'en fait, ce sera mieux que tout. Quand
quand j'avais acheté ton livre La Disruption, tu m'avais fait une petite dédicace et tu m'avais mis « Le futur sera excitant et virtuel ». Et c'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, le virtuel, peut-être qu'à un moment, il sera beaucoup plus excitant c'est déjà le cas. Que le réel. Et donc, du coup, ça pose de nouvelles problématiques, on va dire. En tout cas, un nouveau paradigme. Mais du coup, pas mal de gens qui nous écoutent sont entrepreneurs. Qu'est-ce que les entrepreneurs n'ont pas encore compris concernant ces sujets-là, sur l'IA, par exemple, concernant l'IA? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast? Ça, c'est la question de Peter Thiel qui pose aux entrepreneurs qu'est-ce que vous croyez être vrai que la plupart des gens pensent être faux? Donc, autrement dit, penser contre tout le monde, mais avoir raison contre tout le monde. C'est ça le but d'un entrepreneur. Moi, par exemple, j'ai une idée contrarienne, c'est que l'environnement n'est pas le sujet, enfin le réchauffement climatique n'est pas le sujet le plus important des années à venir. Ok, ça c'est contrariant. C'est contrariant à mort. J'ai conscience qu'il y a des problèmes environnementaux, qu'il faut les régler, qui sont complexes, etc. Mais je pense que le sujet le plus important des prochaines années, c'est qu'est-ce que le réel? Pourquoi? Parce qu'on a énormément de découvertes en physique, notamment en physique quantique en ce moment, qui bouleversent notre notion de ce qu'est la réalité. On a des expériences, celle d'Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs récemment, qui nous montrent que le réel est non local. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de réalité extérieure à nous et qu'elle dépend peut-être uniquement de l'observateur. C'est comme si on était dans un espèce de jeu vidéo ou une réalité virtuelle, que chacun était dans sa réalité virtuelle. Ça, c'est un changement de paradigme monstrueux. Si ça se confirme, si on arrive à l'expliquer, etc. Elon Musk pense qu'on est dans un jeu vidéo, lui. Une simulation. Simulation, un ordinateur, on est peut-être les Sims. Mais et c'est le rôle de la science, justement, de creuser ces trucs-là. On peut rien vraiment d'affirmer de trancher là-dessus aujourd'hui, mais je pense que ce sujet-là va être beaucoup plus important les prochaines années que tout ce qu'on fait en ce moment sur l'environnement, sur la politique, etc. Autre sujet aussi, moi je pense qu'on est en train de vivre la fin des États, par exemple. Je pense que les États sont plus la structure la plus à même d'organiser la société, les relations entre les gens, les entreprises, le progrès. Je pense qu'il faut dépasser ça, qu'on n'a pas encore trouvé ce qui sera le schéma de demain. Ça aussi c'est contrariant parce que c'est pas vraiment la pensée dominante, on va dire. On voit le retour des États et des nations un peu partout, les totalitarismes, enfin tous les trucs du milieu du XXe siècle qui ont été terribles. Mais moi je pense au contraire que c'est justement la faillite des États. Avec tout ce qui s'effondre autour, regarde le niveau des responsables politiques dans le monde entier aujourd'hui dans les démocraties. Il est médiocrissime. C'est banal de le dire, c'est une discussion de café du commerce aujourd'hui, mais c'est la conséquence du fait que les États ne sont plus, et les institutions telles qu'on les a aujourd'hui, ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Les gens qui ont les idéologies les plus fortes, les plus avancées, qui construisent le monde de demain, ce sont les entrepreneurs. C'est eux les nouveaux politiques. Politiques que plus personne ne les prend au sérieux. Pour moi, c'est uniquement des gens, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est des gens qui auraient rêvé d'être célèbres, d'être des acteurs, d'être connus, etc., mais qui n'ont pas le talent. Du coup, ils font de la politique, parce que ils veulent avoir l'impression d'être importants, et tout. Mais en fait, plus personne les prend au sérieux, c'est terrible. Ils ont fait toute leur carrière pour ça, puis maintenant qu'ils y sont, c'est fini, quoi. C'est plus prestigieux du tout. Après, c'est fou parce que vraiment, en France, peut-être en Europe, on aime tellement la politique, c'est un peu la télé-réalité. Du quotidien des Français, quoi. Alors que dans les vrais pays modernes, tu vois, bien organisés comme la Suisse ou même le Québec, on en parle pas. Moins le cas au Québec. On pourrait pas citer c'est des inconnus. Un député suisse. Ils vont en politique, ils font un peu le job, ils retournent dans le civil, ils disparaissent. Nous, on en fait des stars, mais stars de quoi? Ils ont aucun talent, aucune compétence. Ils connaissent rien. Ils sont nuls en histoire, nuls en philosophie, nuls en la plupart, ils ont pas de compétences techniques sur quoi que ce soit, à part quelques-uns qui ont été entrepreneurs ou médecins, mais qui sont vraiment une minorité. Mais non, c'est fascinant. En fait, c'est des institutions qu'on attirent des gens qui ont des égos démesurés, mais qui n'ont pas le talent de l'exercer dans autre chose, que ce soit l'entrepreneuriat ou le métier de comédien, par exemple. Et du coup, ils veulent être connus pour puis avoir une impression de pouvoir et tout. Alors qu'en réalité, ça vaut plus rien aujourd'hui de politique. C'est même plus prestigieux, tu vois. Du coup, pour toi, la fin des États, c'est un sujet qui peut être aussi un des sujets dans les prochaines décennies, peut-être, ou même. Je suis assez libertarien là-dessus, comme Peter Thiel et toute la bande d'Elon Musk, la mafia PayPal. L'idée, c'est de dire non, les États sont plus la structure la plus efficace pour organiser les relations entre les gens. Alors, dès que tu dis ça, les Français tout de suite, ouais, mais la démocratie, les inégalités, les machins et tout. Bien sûr qu'il faut des contre-pouvoirs, bien sûr, évidemment. Sinon, dès que tu donnes du pouvoir à un homme ou à une institution, il en abuse. Mais les États ne fonctionne plus aujourd'hui. La démocratie ne fonctionne plus. Alors là, c'est pareil, dès que tu dis ça, t'as tous les gens qui arrivent. Ouais, mais c'est le meilleur système à l'exception de tous les autres. Enfin bref, la phrase de Churchill qui vient de répéter c'est le pire des systèmes à l'exception de toutes les autres.
qui viennent te citer ça, mais en réalité, il faut trouver une solution, ça ne marche pas. Ouais. Alors moi, je crois qu'il faut de moins en moins d'États, des contre-pouvoirs, avec de la technologie, des sociétés ou autres, mais il va falloir passer à autre chose. Il y a eu des tests, il y a un film, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle L'île de la Rose, je sais pas si tu l'as vu. Ah, non, moi j'ai pas Netflix. Il y a eu un test dans les... Ah, t'as pas Netflix ? Il y a un test dans les années 70 d'un gars qui a créé une sorte de plateforme dans des eaux internationales, pas très loin de l'Italie, où en gros il s'est dit je vais créer mon propre État. Ouais. Et en fait très rapidement ça a été, je crois ça a été attaqué par l'armée. Mais les institutions, par l'armée italienne. Non, mais tu peux rien faire aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu comme moi j'avais été fasciné par ça quand j'étais étudiant à Sciences Po. On avait étudié un cas d'un type là qui voulait sortir de la sécurité sociale. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en France, tu es obligé d'être affilié à la sécurité sociale, de payer tes cotisations, la différence brut-net, machin. Ouais. T'as pas le choix, en fait. Tu peux pas dire, moi, je refuse de participer à ce système, je vais m'assurer uniquement avec du privé, des assurances privées, retraite, vieillesse, maladie, ce que tu veux. Et ben, en fait, tu fais ça, tu te fais attaquer. T'imagines le manque de liberté ? Ah, mais ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai que incroyable. Pareil, un peu comme la fin du salariat, c'est un sujet un peu tabou. On peut pas trop en parler, on peut vite. Tu fais ça, avoir une étiquette énorme aux États. Ils vont pas se laisser faire. Et tu vas te parler de ces sujets-là, rapidement, on peut avoir l'étiquette effectivement libertarienne, ultra-libérale, etc. Alors qu'en fait, c'est des questions à se poser. Est-ce que nos institutions sont, on va dire, adaptées à ce qui est en train de se passer ? Et tu vois, pour en revenir sur l'entrepreneuriat, du coup, il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on voit pas venir et on a une tendance à penser de manière linéaire, alors qu'en fait, les choses évoluent de façon exponentielle. Et de la complexité. Du coup, quand t'entreprends aujourd'hui, là, au XXIe siècle, ce que j'avais lu dans ton livre qui m'avait pas mal marqué, c'est que tu disais, il faut savoir pivoter rapidement. Ouais. Il faut savoir s'adapter rapidement. Ouais. Et t'avais même employé un verbe qui est énorme. Il faut savoir se saborder. Oui, se disrupter, se saborder pour justement s'adapter aux tendances. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à des entrepreneurs là qui sont peut-être sur des métiers qui se font un peu titiller par l'intelligence artificielle, par exemple, en ce moment, et qui se disent, OK, comment je vais faire pour développer mon business dans les 10 prochaines années, quoi. Déjà, premièrement, je suis pas très inquiet pour les entrepreneurs, parce que par définition, c'est des gens qui savent faire ça. Je suis beaucoup plus inquiet pour le salarié de grand groupe planqué qui, lui, s'est dit, ça y est, j'ai une formation d'ingénieur, je suis ingénieur toute ma vie, point. Lui, ça va être très compliqué. Ou la meuf qui a fait, je suis RH, et donc je fais rien d'autre. Ça, c'est fini. Eux vont avoir beaucoup de problèmes. On est à l'ère de l'hybridation, il faut tout mélanger et surtout il faut aller sur des secteurs où t'étais pas du tout. Je prends l'exemple de la fille qui a fait RH et qui veut être RH toute sa vie, elle, il faut qu'elle fasse autre chose que RH en plus qu'elle n'a rien à voir et peut-être qu'elle s'en sortira. Donc déjà je suis moins inquiet pour les entrepreneurs parce que eux savent faire, ils savent pivoter, ils savent voir, ils sont sur le marché tous les jours, ils voient quand il y a moins de demandes pour un produit ou un service et donc ils savent développer soit une nouvelle feature, soit un nouveau produit, enfin ça ils le voient tout de suite. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est le dilemme de l'innovateur. C'est Christensen qui a expliqué ça, le prof de Harvard qui a théorisé la disruption. C'est lui qui a inventé ça. C'est que ce qui t'a rendu successful hier peut être la cause de ta mort demain. C'est Kodak, en gros. T'as été successful sur la pellicule photo, si t'inventes pas Instagram, t'es mort. Résultat, t'es mort. Et ce dilemme-là, il empêchait Steve Jobs de dormir parce que le mec il disrupte un marché, il arrive, il crée le smartphone, il dit mais une fois que tout le monde a des smartphones, qu'il y en a partout, que c'est une commodité, que c'est banal, etc. Elle est où la valeur ? Jeff Bezos pareil, le mec il te dit Amazon va faire faillite, le supermarché mondial, une fois que tout le monde est équipé, que les marges vont se tasser, que ça devient une commodité, donc un marché de concurrence pure et parfaite où il n'y a plus de profit possible, une fois que tu es au max, ton coût marginal est égal à ton revenu marginal, pour parler comme un économiste, t'as plus de revenus possible, ta marge se tasse, et donc il faut déplacer ta valeur ajoutée ailleurs. Et donc l'enjeu, c'est de tuer ce qui a fait ton business d'hier pour aller sur autre chose demain. Ouais. Moi, typiquement, j'ai ce dilemme-là aussi. Qu'est-ce que je fais quand l'IA écrit des conférences mieux que moi ? Donc je vais être juste un acteur qui monte sur scène et qui raconte des trucs. Fine. Du coup, je suis un produit qui va être substituable dès qu'il y aura un meilleur acteur et qui sera dans le buzz, dans la mode et que moi je serai complètement ringardisé. Aussi. Je vais me faire ringardiser comme tout le monde, mais moi j'essaie d'avoir l'humilité de me dire que je suis concerné comme tout le monde et ça me dérange pas. Mais ce que je vois qui est dangereux, c'est tous ces gens qui se disent que ça les concerne pas. C'est tous ceux qui disent la disruption, c'est les autres. Par exemple, les médecins. Moi, le niveau d'ego des médecins, il est hallucinant. Je travaille avec tous les secteurs et tu vois, autant les experts comptables avec qui je travaille beaucoup, eux n'ont pas d'ego. C'est vraiment des gens très low profile, très structurés, qui écoutent ce que tu leur dis, qui réfléchissent, etc. Mais alors, les médecins, tu leur dis ça, ouais, mais nous, c'est différent parce que ceci, parce que cela, parce que... Non.
tu vas te faire disrupter comme tout le monde. Cherche pas. Déplace ta valeur ajoutée. Et dans l'histoire, tous ceux qui acceptent cette idée-là, généralement, ils pivotent, ils font autre chose, ils ont des carrières qui n'ont rien à voir entre le début et la fin. Enfin bref, ils n'hésitent pas à s'hybrider. Ceux qui restent enfermés dans leur case, dans leurs compétences, dans leur diplôme, dans leur marché, etc., ils sont morts et ils s'en sortent pas. C'est l'exemple des cadres que je donnais tout à l'heure qui étaient 20 ans dans un grand groupe, qui se mettent à leur compte en consultant de l'ancien job qu'ils faisaient dans leur grand groupe. Et là, ils ont 0 client, 0 chiffre d'affaires. Ouais, déplacer la valeur, se déplacer là où il y a de la valeur. Exactement. Ouais. Essayer de s'auto-saborder pour pivoter vite, très vite. Ce qu'on fait, en fait, c'est l'inverse. Ce qu'on vit en ce moment, c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend en école de commerce. En école de commerce, en fait, c'est des gens assez psychorigides qui t'apprennent que à optimiser. Ouais. Tu as ton chiffre d'affaires, tu réduis tes coûts, tu augmentes la taille de ton marché, tu développes une nouvelle feature sur ton produit et tu essaies de capter tes consommateurs, tu les maintiens avec de la pub, etc. Ça, c'est que de l'optimisation. Il y a 0 création de valeur là-dessus. Dans le monde de la disruption, il faut tuer ce truc-là et inventer autre chose à côté qui n'a peut-être rien à voir et qui te rendra successful. Tu vois, on parle d'entrepreneuriat, il y a un sujet qui est très chaud quand on parle d'entrepreneuriat, c'est le sujet du marketing. Ouais. Et pareil, en écoutant quelques-unes de tes interventions, je sais que tu as une vision de l'avenir du marketing qui est ultra à contre-courant. Je pense que contre-rien aussi là. Contre-rien, mais à fond. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que tu penses de ce que va devenir le marketing. Alors, tu vois, là, c'est un exemple typique de l'arrogance des marketeurs. Dès que je leur dis ça, ils disent mais n'importe quoi, ils connaissent rien au marketing, c'est pas du tout ça le marketing. Parce que moi j'explique que l'intelligence artificielle va faire disparaître le marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing ? Le marketing, c'est toutes les techniques, tous les outils qui existent pour faire acheter un produit. Il y en a plein, que ce soit sur le marché à adresser, sur la manière de présenter une publicité, sur la manière de le brander pour telle ou telle cible. Il y a plein de techniques de marketing pour vendre un produit et elles marchent très bien. Ça, c'est les marketeurs qui savent faire ça. Sauf que on entre dans un monde où tout le monde va être équipé d'intelligence artificielle, d'algorithmes qui vont filtrer le monde pour nous et nous dire de plus en plus ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous. Bref, ils vont défendre de plus en plus nos intérêts. Alors quand je dis ça, il y a des gens qui disent mais non, ils vont nous manipuler. Non. Parce que s'il y en a qui te manipulent, tu as une opportunité pour quelqu'un en face pour créer le même algorithme qui défend tes intérêts. Donc on va tous avoir un assistant intelligent qui va filtrer le monde selon nos intérêts. Et donc l'enjeu d'une entreprise, ce sera plus de marketer un produit pour essayer de le faire vendre, de faire acheter à un consommateur. Ce sera de convaincre le filtre algorithmique de ce consommateur que le produit est bon pour lui. Et donc, en fait, si tu as un filtre algorithmique qui est capable d'évaluer le produit ou le service sur tous ces critères, tu n'as plus besoin de marketing. C'est ton filtre algorithmique qui sait ce qui est bon pour toi. Et donc, tu as fait disparaître le marketing. Mais cette tendance-là, elle est... Même sans intelligence artificielle, elle est déjà en train de disparaître parce que dès que tu as une technique marketing qui fonctionne, toutes les entreprises concernées l'adoptent. Ouais. Et donc, tous les produits finissent par se ressembler, les approches marketing aussi, et donc ça annule ses effets. Les clients se lassent, se font pas avoir, etc. Et donc, tu es obligé d'inventer de nouveaux procédés marketing. Sauf que très vite, ça atteint ses limites et tu reviens uniquement à ce qui compte, c'est-à-dire la qualité du produit et sa pertinence pour un consommateur donné. Une fois que tu as ça, il n'y a pas de raison de ne pas le vendre. L'information circule tellement vite aujourd'hui que si tu as un bon produit pertinent qui répond à une demande, tu le vendras. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. C'est pareil pour les youtubeurs. Tu es un bon youtubeur, tu lances ta chaîne, tu es pertinent, tu réponds à une demande, t'émerges. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si tu es à côté de la plaque, faut pivoter jusqu'à ce que ça marche, quoi. Quand tu dis le digital est darwinien, c'est que c'est l'environnement qui te sélectionne. C'est l'environnement qui... Alors, Darwin, tu vois, c'est un truc... La plupart des gens n'ont pas compris ce que c'était que Darwin. Ils disent c'est l'espèce qui s'adapte qui survit. Il n'a pas du tout dit ça, Darwin. Il a dit c'est celle qui est adaptée. Ça, c'est fondamental comme différence. C'est passif. Dans celle qui s'adapte, c'est actif. Dans celle qui est adaptée, c'est passif. Autrement dit, ce qui veut dire Darwin, c'est que tu n'as pas le choix de t'adapter ou pas t'adapter. C'est si tu es génétiquement adapté à ton environnement, alors tu survis. Ouais. Les boîtes, elles disent il faut s'adapter, c'est darwinien, il faut s'adapter. Mais non, ça c'est Lamarck, c'est le concurrent de Darwin. Lamarck, en fait, la question à l'époque, c'était de savoir est-ce que les girafes ont un grand cou parce qu'elles le tirent pour pouvoir attraper des feuilles très hautes, ou est-ce que c'est parce qu'elles ont un grand cou et qu'il y a des arbres très hauts avec des feuilles très hautes qu'elles peuvent les manger et qu'elles survivent. Tu vois, c'est direct ou indirect. Et ben en fait, il s'avère que c'est Darwin qui a eu raison là-dessus. C'est parce que par hasard, génétiquement, elles étaient adaptées à l'environnement avec un grand cou et qu'il y avait des feuilles qu'elles ont survécu. C'est pas parce que c'était là, elles ont tiré leur cou et ça l'a fait grandir. Ouais. Ça aurait été la marque. Donc s'il se trouve que tu es adapté
à ton environnement, tu es sélectionné. C'est pas toi qui décides en gros de le côté t'adapter. passif ou actif, en fait, c'est plutôt. C'est variation. Génétiquement, Darwin, c'est variation aléatoire de tes gènes, sélection par l'environnement. Ok. C'est pas toi qui décides de faire changer tes gènes pour les adapter à l'environnement. C'est s'il se trouve sur des milliards d'individus qu'il y en a un qui est plus adapté que l'autre, il survit et transmet ses gènes. Variation, sélection. La plupart des gens ils comprennent pas Darwin. Ils pensent que c'est celui qui s'adapte qui. Non. Ouais. Ou indirectement, celui qui indirectement, s'il se trouve qu'il a les bons gènes, survit. Et tu vois, finalement, sur toute la discussion qu'on a eue là, ce qu'on peut retenir aussi quand on est entrepreneur, quand on entreprend, quand on est en train de créer de la valeur, c'est finalement s'efforcer d'être le plus pertinent possible. Donc créer Répondre de la à une valeur, répondre à une demande. Et ce que je retiens aussi, c'est l'empathie. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est aussi ce qui va ressortir. Moi, je pense qu'il va y avoir dans les prochaines années, et je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus, mais une recrudescence de tout ce qui est artistique, tout ce qui est accompagnement, tu vois, quand il faut de la chaleur humaine, une IA peut pas forcément, en tout cas pas pour l'instant, mais peut pas forcément remplacer ça. Et donc je pense qu'il va y avoir un peu aussi ce développement-là, et donc dans chaque business, il y a une partie chaleur humaine, quoi. Ouais. Et je pense que ça peut être intéressant dès maintenant de commencer à se dire, ok, comment je peux développer cette partie-là, comment je peux la rendre, être meilleur entre guillemets sur cette partie, même si on est graphiste par exemple et que effectivement l'intelligence artificielle arrive et nous titille bien fort dès maintenant là, il y a cette partie relation client, il y a cette partie on peut créer du contenu, par exemple faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Évidemment qu'une IA pourrait poser des questions, tu pourrais y répondre dans le vide, tu pourrais répondre à ces questions. Mais ce qu'on vit là, cet échange entre êtres humains, rebondir avec toute l'imperfection que ça peut avoir, ça, c'est assez compliqué à reproduire. Et donc du coup, est-ce que tu dirais aussi que c'est cette partie chaleur humaine, empathie, ce qui est inimitable quelque part, qu'il est important de développer quand on est entrepreneur? Alors ouais, je pense que c'est fondamental, mais je pense d'abord, encore d'un point de vue darwinien, que ce sont les meilleurs à ça qui prennent déjà tout leur marché aujourd'hui. Ouais. Que tu parles d'un médecin, d'un podcasteur, ce que tu veux d'un graphiste, c'est les bons commerciaux, c'est les bons négociants, c'est les bons humains, c'est ceux qui ont de l'empathie qui prennent déjà tout le marché. La question, c'est est-ce que c'est un truc qui s'apprend, qui se développe, qui se transmet? Alors les bouddhistes, ils te disent que oui, on peut apprendre l'empathie, on peut la développer, la cultiver, les machins et tout. Je pense que c'est possible dans une certaine mesure, mais à voir. Mais oui, je pense qu'il y aura un effet qu'on voit avec le digital, c'est que le gagnant prend tout et que les plus grands empathes, ceux qui ont les meilleurs soft skills, prendront tout le marché aujourd'hui. Souvent, ouais. Tu sais, j'ai souvent des parents qui me demandent en conférence, mais qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos enfants d'apprendre dans ce nouveau monde, etc. Et je leur dis, apprenez-leur à convaincre. Quelqu'un qui sait convaincre, qui sait parler à un autre être humain, qui sait le raisonner, qui sait le persuader. Parce que c'est pas que convaincre, c'est avec de la logique, persuader, c'est avec des émotions. Ouais. Tu vois. C'est un skill qui est intemporel et qui est transférable partout. C'est un méta-skill en fait, un skill qui permet d'acquérir tous les autres. Apprenez à convaincre, apprenez à... La psychologie humaine quelque part. Alors évidemment, la psychologie, les neurosciences, la biologie, tout ce qui te permet de comprendre le monde autour de toi et sa complexité, tout ce qui est méta en fait, tout ce qui te permet de traverser le temps, de traverser les modes, de traverser toutes les technos qui émergent et qui disparaissent aussi vite, les modes, les machins, tout ce qui est vraiment intemporel. La coopération, la capacité à négocier, évidemment aussi des choses comme l'humour, le charisme, toutes ces choses-là que les humains adorent, si c'est cultivable, mais tous ces méta-skills en fait. Ouais. Parce que parfois on entend parler de soft skills. Ah, c'est les méta-skills qui comptent. Finalement, ouais, c'est vraiment... C'est pas suffisant, les soft skills. C'est ça. C'est ce qu'il y a au-dessus de tout, en fait. Mais il n'y a pas de... qui est le liant, en fait. Ah, bien sûr, mais il n'y a pas de hasard avec ça. Enfin, tu vas dans une cour de récré, tu vois déjà les enfants populaires qui savent discuter avec les autres, qui savent être un peu leaders, qui savent faire rire les autres. Tu vois des talents humains déjà partout à la maternelle. Bah, c'est ça qu'il faut cultiver. Le reste, franchement, c'est de l'éducation, c'est cool, c'est important, mais... les trucs d'humains, ça traverse ça traverse le temps et c'est pas un hasard, quoi. Bah, c'est ça qui va être encore plus fondamental demain. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Je veux dire, un bon médecin, c'est pas un bon médecin technique, puisque normalement, ils sont tous avec leurs études. Enfin, avec une gaussienne, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais un bon médecin, c'est celui qui t'écoute, qui te rassure, et qui t'a vraiment un lien de confiance, qui est drôle, c'est tout le côté humain qui est autour, qui enrobe, qui a de la valeur.
Après, c'est vrai que demain, oui, on aura des algos qui seront aussi bons là-dessus. Il n'y a pas de hasard. Tu auras ton robot comme dans Star Wars qui te fera des blagues, qui sera un meilleur être humain émotionnellement que plein d'humains, et parce qu'il aura été entraîné pour et qu'il aura la data pour. Enfin, faudra pas être surpris par ça. C'est des algos aussi, des émotions. Ouais. Quand j'ai une dernière question, enfin pas une question, mais juste une réflexion pour rebondir sur ce que tu viens de dire là. En fait, dans ton livre, tu dis que les mentors, en fait, le fait d'avoir des mentors. Donc justement, là, on est dans la relation d'humain à humain. Et le fait d'avoir des mentors, c'est pas si pertinent que ça. Parce que par définition, le mentor, il est déjà peut-être dépassé par ce qui est en train de se passer. Et en même temps, tu vois, quand je t'entends, je me dis, oui, mais la relation d'humain à humain et la chaleur humaine et le fait de l'empathie et voilà, ce qui n'est pas réplicable, en tout cas aujourd'hui, par l'IA, c'est aussi ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous rassure, ce qui nous fait avancer. Et donc du coup, voilà, je trouve qu'il y avait... j'ai envie d'avoir un peu ton avis là-dessus sur à la fois le mentorat, par définition, c'est plutôt des gens qui vivent dans une autre époque. Ouais. Et en même temps, c'est intéressant, c'est important peut-être que quelqu'un nous prenne sous son aile pour... Ouais. Si tu veux, le problème, c'est que comme tout le monde a eu des conditions environnementales différentes au moment où ils ont fait quelque chose, c'est jamais réplicable. C'est-à-dire que si tu prends un mentor qui essaie de te transmettre ses skills ou sa manière de faire, vu que l'environnement entre le tien et le sien, le temps, le moment, etc., ne sont plus le même, c'est pas forcément réplicable. Ouais. C'est comme, tu vois, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un qui me parlait des vendeurs de formation. Tu vois, il y a plein de vendeurs de formation sur Internet en ce moment qui gagnent des fortunes avec ça. Et je leur dis, mais là, c'est le biais du survivant, les gars. Lui, vous le voyez, il a émergé, il a réussi son truc, il a gagné beaucoup d'argent avec ça, mais ce que vous voyez pas, c'est tous les autres qui se sont lancés, qui n'ont pas émergé. Donc lui a émergé, il a réussi son truc, mais s'il relançait demain, ça marcherait peut-être plus, parce qu'on est des gens sont passés à autre chose, les conditions, c'est plus les mêmes. Tous ceux qui se lancent en ce moment sur les formations sur l'intelligence artificielle, je leur dis, mais c'est déjà trop tard, les gars. La vague, fallait la surfer il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, tout ça, ça se commoditise, ça vaut plus rien. Puis les gens ont été tellement déçus par les vendeurs de formation qu'ils en achètent plus. Enfin, vous voyez, fallait être là avant la vague et la prendre quand elle montait et être dans ces conditions-là. Donc forcément, tout ça, c'est pas réplicable. Un expert en marketing qui a eu un succès phénoménal au niveau mondial sur un énorme produit il y a 5 ou 10 ans, s'il essaie de répliquer son truc ou de transmettre ses skills demain, ça vaut peut-être plus rien. Moi, je connais par exemple quelqu'un qui a lancé un produit très successful il y a quelques années, qui a été racheté par une grosse boîte, qui essaie de répliquer ça dans une start-up en ce moment, ça marche pas. Ouais. Parce que les conditions sont plus les mêmes. Dès qu'on change les conditions, en fait, les conseils deviennent obsolètes. Et encore une fois, c'est darwinien. C'est que quand quelqu'un émerge à un moment donné sur un produit, un service, de la pertinence, c'est qu'il a ce qu'il faut au moment où il faut. Mais très vite, ça sera plus réplicable à un autre moment, sur un autre marché. C'est parce que je te donne mes skills qui ont fonctionné il y a 10 ans sur l'IA que tu essaies ça aujourd'hui que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Ça vaudra 0 ce que je te dirais. On réplique ça sur tous les produits et services. Ouais, donc le mentorat... J'y crois pas du tout, mais c'est comme le développement personnel, tu vois. En fait, le développement personnel, c'est une énorme perte de temps. Il y a plein de gens qui y croient encore. Et moi, ce que je pense déjà... Alors déjà, ce que je vois, c'est que les gens les plus successful, ils font pas de développement personnel. Ils perdent pas de temps avec ça. Ce que je vois, c'est que tous les adeptes du développement personnel aujourd'hui sont tombés dedans comme un divertissement. Ils adorent ça, ils trouvent pertinent et tout, mais souvent, ils l'appliquent pas. Et donc, ça donne pas de résultat. Et le seul moyen de réussir quelque chose, c'est la discipline et le tâtonnement. Tu tâtonnes jusqu'à ce que tu tires un fil qui marche, mais la discipline, tu le fais tous les jours jusqu'à ce que ça prenne. Et ça, c'est une recette qui marche depuis la nuit des temps. Mais tout ce qu'on voit dans le développement personnel aujourd'hui, c'est que du divertissement. Et encore, c'est du divertissement bas de gamme qui prend les gens pour des débiles. Parce que le seul et unique développement personnel qui existe, ça s'appelle le bouddhisme. Tout est dedans. Quand tu remontes à la source des sources du développement personnel, le fonctionnement de l'esprit, etc., c'est le bouddhisme. Tout le développement personnel qui existe aujourd'hui, c'est qu'un vulgaire plagiat du bouddhisme en vraiment moins bon, alors que tout est dedans. Mais c'est de la sagesse, c'est des trucs intemporels, tout revient à ça. Le bonheur, la présence, l'empathie, tout a été vraiment écrit par les bouddhistes. Je parle vraiment de manière très laïque là-dessus, sans parler de religion, de spiritualité, vraiment. Le côté entraînement de son esprit, introspection, compréhension du fonctionnement de l'esprit, etc., et de tout ce qui en découle, ça c'est le bouddhisme. Les premiers à avoir écrit ça, mis ça noir sur blanc, c'est les bouddhistes. Tout le reste, tout ce qui en découle en développement personnel, ça vaut pas grand chose et les gens perdent leur temps avec ça. Si tu passais
un dixième du temps, au lieu de faire du développement personnel, à être sur ton marché, sur ton produit, sur ton service, à itérer, en fait, t'apprends tous les trucs de développement personnel en le faisant et tu les incorpores plutôt que de les lire. Et aujourd'hui, le développement personnel, c'est qu'un divertissement. Finalement, tout pourrait être résumé par agir Mais bien sûr. Et pas passer son temps à parce que t'apprends en agissant. Voilà. Et t'apprends 1000 fois plus vite. En fait, et toutes les leçons de développement personnel, tu les incorpores 10 fois plus vite. Ouais, c'est ça. Sinon, si tu les lis dans des bouquins, bah, c'est cool, tu vas te divertir, mais ça va pas t'apporter grand chose en réalité. Alors, c'est devenu une industrie, des gens qui vivent ça, qui vendent ça, etc. Mais en réalité, quelle perte de temps, quoi. Il y a Julia de Funès qui écrit beaucoup là-dessus, elle est très, très, très pertinente là-dessus. Elle détruit les coachs, les machins et tout, mais je pense qu'on arrive à la fin d'une ère là-dessus. Je pense qu'on entre dans une ère où on va vouloir une pertinence tellement extrême que ça va forcer les gens à aller la chercher eux-mêmes et à se détourner de tout le bruit ambiant qu'on a eu ces dernières années là-dessus, quoi. J'ai une dernière question pour toi. Si tu rencontrais Stéphane il y a 10 ans, le Stéphane d'il y a 10 ans, voilà, tu le rencontres et tu peux discuter avec lui pendant 5-10 minutes. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Ça, c'est une super question. Je pense que je lui dirais arrête de prendre les gens au sérieux. Tu vois, même il y a 10 ans, ou même un peu avant, déjà, quand j'étais plus jeune, je pensais que les adultes, c'était sérieux, ils avaient raison. Quand tu grandis, tu te rends compte qu'ils en savent rien. Après, je pensais que c'était les gens en costume. Quand tu bosses avec eux, tu te rends compte qu'ils en savent rien, qu'ils sont nuls la plupart. Après, t'as l'impression que c'est les entrepreneurs que tu côtoies. Et quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire comme eux. T'es pas moins bon, t'es pas moins légitime. Les experts, c'est pareil. Arrêtez de prendre les experts au sérieux. Statistiquement, ils se trompent, ils tâtonnent, comme tout le monde. Donc vraiment, arrêtez de... Je me dirais, arrêtez de prendre autant les gens qui ont l'air sérieux au sérieux. Ça, c'est vraiment le... Je pense que c'est la blague de notre époque, en fait. C'est de croire qu'il y a des gens qui savent, d'autres qui savent pas, des gens légitimes, des gens pas légitimes, des gens... évidemment, il y a des gens qui travaillent sérieusement, etc. Et tu peux les écouter, mais toujours avec cette distance de... Je peux comprendre ce qu'il me dit, je peux aller plus loin, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, mais... Je pense que c'est ça, tu vois. Je me suis mis beaucoup de barrières plus jeune à me dire il me faut des diplômes. C'est plus vrai aujourd'hui, tu vois, par exemple. Il faut que j'aille bosser dans un grand groupe, me faire un beau CV. C'est plus vrai aujourd'hui, c'est même l'inverse. Quand tu bosses dans un grand groupe, ça veut dire que tu es averse au risque et que tu es ce que j'appelle un brillant trouillard. Tu as été chercher tes diplômes, tu es allé dans le grand groupe, mais tu fais pas grand chose d'autre, tu vois. Bah, je m'enlèverais toutes ces barrières, je me dirais, mais tu as tous les outils, sans toi légitime, et vas-y, trouve ton marché, parce qu'aujourd'hui, c'est facile, quoi. Je crois qu'on va finir là-dessus. Où est-ce qu'on peut te trouver si quelqu'un veut de chercher un petit peu, en savoir plus? Donc déjà, il y a le livre partout sur Google, Disruption, qui est en poche, je crois. Il est en poche, il est en version audio sur Audible. Je savais pas que ça marchait autant, mais il y a énormément d'écoutes sur Audible. Et c'est toi qui lis. Ouais, c'est moi qui le lis. Ouais, j'ai adoré faire ça. On tape sur Google, je suis partout, Twitter, Instagram, je me lance sur TikTok, mais alors je découvre avec beaucoup d'humilité, c'est pas ma génération, donc j'apprends. J'ai mon site internet pour ceux qui veulent me commander des conférences, avec plaisir, j'interviens sur tous les sujets, du stagiaire au COMEX, des groupes de 15 personnes comme des salles de 5000, sans problème. Donc réseaux sociaux, je réponds dès que je peux, que ce soit même sur LinkedIn, sur Twitter, sauf aux insultes et aux gens anonymes, parce que c'est pas du jeu. Mais sinon, je réponds et j'essaie d'argumenter dès que je peux. Mais je suis très facile à trouver. Et surtout, ne passez pas par des agences de conférenciers qui vont essayer de vous escroquer. Mon message pour les entreprises. Je crois que le message est passé. Merci Stéphane pour cette discussion. Merci à toi, c'est un plaisir. Et à très vite. Je pense qu'on réenregistrera. On recommence quand tu veux. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À bientôt.